souvent... Très bien, on entend très bien. Eh ben, c'est parfait. Merci d'être venu, d'être aussi assidu. Je vous signale qu'on a une doc sur le satellite HL, la question de demande, pour répondre tout à l'heure, il y en a suffisamment pour tout le monde. Et il y a aussi le programme des conférences dont je vais vous parler. Voilà, j'ai noté quelques conférences intéressantes dans le mois qui vient. Pour ceux de la SAF, samedi prochain, c'est la commission de cosmologie. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Brigitte Rocca du consortium Gaïa qui va nous entretenir justement de ce satellite qui aurait dû partir ces jours-ci mais qui est retardé, je crois, au 20 décembre et qui occupera la fonction de ce satellite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Ah oui, l'IAP fait une séance spéciale pour conclure le congrès d'exobiologie le jeudi 21 novembre. Et c'est notre ami Jean-Pierre Bibré qui va nous faire un résumé de la science spatiale de Sputnik à Curiosity. Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ceux qui habitent la banlieue ouest près de Versailles, on a le plaisir de recevoir à Plaisir, justement, Hervé Doll, qui est un des grands spécialistes de la mission Planck, qui va nous parler justement de l'univers dévoilé par Planck. C'est au théâtre Robert Manuel de Plaisir, le samedi 30 novembre, entrée libre, ouverture des portes à 20h. Il y a 200 places dans le théâtre, donc il n'y aura pas de grand problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Notre ami Jacques Frick, il est là, Jacques? Il n'est pas là. Et le vice-président de la commission de cosmologie nous donne une conférence à Montgeronde sur les trous noirs. Et puis, la prochaine conférence mensuelle de l'IAP, conférence publique, c'est le 3 décembre. Ça sera donné par Laurent Bigrou, qui est le directeur de l'IAP, que vous connaissez tous, et qui va nous parler du métier d'astronome. Ça risque d'être intéressant et peut-être même amusant. Pour votre information, j'ai réussi à compléter les conférences mensuelles de la SAF jusqu'au mois de mars, et même un peu après, je vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a donc aujourd'hui? Je vais vous présenter après notre conférencier. La prochaine conférence, c'est le 11 décembre, c'est Jacques Provisier du LESIA qui va nous parler d'un sujet qui change un peu, d'observation cométaire à Nancy. Le 8 janvier 2014, c'est Catherine Césarski qui nous fait le plaisir. Alors, Catherine Césarski, vous connaissez, elle était haut conseiller scientifique à Saclay, ancienne présidente de l'UAI, ancienne directrice de l'ESO, qui va nous parler de l'évolution de l'univers. Le 12 février, un sujet un peu d'histoire, ça change. Alain Giraud-Ruby, qui nous parle de l'âge d'or des amateurs et la naissance de l'astrophysique. Le 12 mars, Étienne Klein, du CEA, je me suis trompé, c'est pas LRSM, c'est l'ARCIM, du l'ARCIM. L'univers a-t-il connu un instant zéro? On verra s'il peut nous répondre à cette question. Alors, les dates suivantes, c'est le 9 avril, c'est encore ouvert. Le 14 mai, Alain Ferreira nous a confirmé sa présentation sur l'astrolabe. Cet instrument mythique, vous savez que c'est un grand spécialiste, donc le 14 mai, il nous parlera de l'astrolabe. Et le 11 juin, ce sera probablement Francis Rocard qui nous parlera de Rosetta, puisque c'est à ce moment-là que Rosetta va se mettre en orbite autour de la fameuse comète au nom imprononçable. Voilà, vous savez le prononcer? Allez, tous en chœur. Juriumov. Bon, bravo. Alors, ce soir, nous accueillons Monsieur David Elbaz, qui se prélasse dans le fond de la salle. Et Jacques, je demande de venir, de s'avancer vers nous.
Il est astrophysicien au CA, à l'Institut, à l'IRSU, que vous connaissez, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Il est responsable du labo Cosmologie et Évolution des galaxies, et il nous parle des dernières nouvelles sur l'histoire de la formation d'étoiles dans les galaxies avec l'apport du satellite Herschel. Donc je vais lui passer la parole. Donc ça c'est pour résumer, je pense qu'il vous parlera un petit peu de Herschel aussi. Donc vous saurez tout, et je lui passe la parole. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Vous parlez très près du micro. Très près, je vais essayer avec ça, c'est mieux. Moins pour mon cou, mais. Voilà. Je peux pas le détacher. Allez hop. J'ai pas le droit de le faire, mais bon. Alors, ça y est, voilà. Donc, merci à Jean-Pierre de m'avoir invité. L'introduction, merci d'être venus si nombreux. Je sais que vous êtes venus si nombreux parce que vous savez tous que les galaxies sont les objets qu'on a finalement peut-être le plus et le mieux étudiés dans l'univers et qui sont aussi les plus mystérieux. Et je vais essayer de vous convaincre un peu de ça. Alors, c'est un peu paradoxal dans le sens où je vais essayer de vous présenter des découvertes récentes qui nous permettent de mieux comprendre ce que sont les galaxies et comment les étoiles naissent dans les galaxies. Cependant, je vous avoue que les galaxies vont continuer de garder une part de leur mystère, mais avec une perspective nouvelle grâce à Herschel. L'objectif d'Herschel, c'était vraiment de comprendre comment naissent les étoiles dans les galaxies, comment naissent les galaxies, et il faut savoir que aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la matière noire, de l'énergie noire, et ces composantes sombres qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on n'a aucune idée de ce dont elles sont faites. La seule raison pour laquelle on pense qu'elles existent, c'est finalement en observant les galaxies ou des étoiles explosant dans des galaxies. Et la seule chose que l'on connaisse, ce sont ces particules de lumière qui viennent de ces régions-là, de ces univers-îles comme les appelons, et dont finalement on se rend compte qu'elles sont elles-mêmes entretiennent un certain mystère, et peut-être qu'en comprenant un peu mieux comment les galaxies donnent naissance à leurs étoiles, eh bien peut-être qu'on en saura plus sur la nature de la matière noire, voire même de l'énergie noire. Alors, ici, je vous ai montré 3 images qui montrent un peu aussi l'originalité d'Herschel dans ce qu'on a découvert au cours de ces 4 années d'exploration de l'univers avec Herschel. C'est qu'on peut aujourd'hui faire un lien qui n'était pas possible dans le passé entre des échelles qu'on pourrait appeler microscopiques à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire la fraction d'années-lumière, et puis des échelles macroscopiques, c'est-à-dire le million, voire plusieurs millions d'années-lumière. Et comme on va le voir, je vais essayer de vous convaincre qu'avec Herschel, les galaxies qui se situent à l'interface entre ces échelles nous permettent de comprendre qu'il est impossible de comprendre ce qui se passe aux plus petites échelles sans comprendre ce qui se passe aux plus grandes, et qu'il y a un lien de cascade des plus grandes aux plus petites que l'on peut faire aujourd'hui en ayant combiné des observations sur l'univers lointain, c'est l'image de droite, une image profonde de l'univers dans laquelle on peut observer des galaxies dont la lumière a mis plus de 12 milliards d'années à nous arriver, d'autres plus proches, des images comme celle-ci d'une galaxie spirale qui forme ces étoiles dans des régions bien définies, et puis des régions résolues dans les galaxies où on voit les cœurs protostellaires qui vont donner naissance à des étoiles et qui vont être influencés par toute cette cascade des échelles des plus grandes aux plus petites. Alors avant de rentrer véritablement dans le mystère de la formation d'étoiles dans les galaxies, je voudrais commencer par vous rappeler le contexte cosmologique que je pense que vous connaissez bien, mais avec un angle qui va être bien entendu particulièrement dédié à la question des galaxies. Alors, la question fondamentale à laquelle on a été confronté depuis un certain temps maintenant, c'est le fait que lorsqu'on considère l'univers primordial tel que Planck l'a exploré avec une finesse inégalée, et vous avez dû en entendre parler à la dernière conférence qui a eu lieu ici, mais en quelques mots, vous partez de germes qui vont donner naissance aux galaxies, dont les écarts de densité ici sont de 1 pour 100 000. Ces germes, d'où viennent-ils? On pense qu'ils seraient
nées de fluctuations liées à la mécanique quantique, à tout moment dans le vide, une particule peut apparaître et va créer une surdensité. Elle peut redisparaître en s'annihilant avec son antiparticule si elle en a le temps. Ça se fait dans un temps très court. Mais on pense que l'univers a vécu une inflation, il a gonflé dans un temps encore plus court. Si bien que la particule n'a pas le temps de se réannihiler, et elle est là, et elle va créer une irrégularité, une hétérogénéité dans l'espace. Donc c'est cet effet-là qui va créer les germes des galaxies, un effet déjà aux toutes petites échelles. Et c'est le même effet qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs, le phénomène de l'évaporation de Stephen Hawking, où de nouveau des particules vont apparaître, une particule et une antiparticule à la frontière d'un trou noir, sauf qu'il y en a une qui va tomber dedans, l'autre qui va sortir, et comme ça, le trou noir perd de l'énergie. Donc ces petites irrégularités vont gonfler, mais quand on considère l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec un contraste de densité qui est 100 milliards de fois plus grand que celui qu'on voyait 380 000 ans après le Big Bang, eh bien, il y a un gain en contraste de densité qui est extrêmement difficile à comprendre. Il faut savoir que les fluctuations quantiques, quand elles vont gonfler, elles vont simplement créer une petite hétérogénéité. La matière va s'effondrer dans des puits de potentiel qui sont liés à la matière noire, en supposant que cette matière noire existe, ce qu'on n'a pas complètement démontré. Et la matière classique tombant dans la matière noire va chauffer. Chauffant, elle va gonfler. Une fois qu'elle va gonfler à un point où elle va libérer un peu sa température, elle va refroidir. En refroidissant, elle va pouvoir se réeffondrer, et ainsi de suite. Il va y avoir ce qu'on appelle les oscillations acoustiques. Ces oscillations acoustiques, c'est véritablement des sons, des oscillateurs harmoniques, et vous avez une sorte de musique cosmique qui s'installe dans l'univers. On dit qu'il n'y a pas de son dans l'espace, parce que l'espace est vide, mais 380 000 ans entre le Big Bang et 380 000 ans après, il y avait du son, et c'est ce son qui va propager les hétérogénéités qui sont nées au début. Et puis, au bout de 380 000 ans, les premiers atomes se forment, les électrons sont capturés par les noyaux, l'univers devient transparent, la lumière peut circuler, et on arrête la musique sur des notes précises qui sont ces irrégularités, ces surdensités-là. Donc ces surdensités-là ne sont pas des fluctuations quantiques, elles sont le fruit, après 380 000 ans de cristallisation sur des germes de sons qui se sont arrêtés relativement brutalement, avec des hétérogénéités à des échelles plus grandes, et qui vont ensuite gonfler. Les échelles sont beaux être plus grandes, elles ne sont pas suffisantes, ces contrastes de densité ne sont pas suffisants pour expliquer les galaxies si on ne prend pas en compte la matière noire. Et dans ce contexte-là, on a une compétition entre la matière noire qui accélère la croissance des structures dans l'univers parce qu'elle participe à la gravité, et puis l'énergie noire qui, je ne sais pas ce que c'est exactement cette énergie noire, mais qui est le nom que l'on donne à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. Il faut savoir que l'univers, depuis le Big Bang, sous l'effet de la gravité, a eu une expansion qui ralentissait. Cette expansion a ralenti pendant à peu près 6 milliards d'années, et puis pendant les 6-7 milliards d'années, les 6 milliards d'années qui ont suivi, elle a accéléré. Cette accélération est due à l'énergie noire, et l'énergie noire va empêcher la formation de nouvelles galaxies et de nouvelles grandes structures dans l'univers. Donc la compétition entre les deux va être, va être à l'origine de la structuration de l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Seuls 4% du contenu énergétique de l'univers est fait d'atomes, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que sur ces atomes, seulement 10% ont donné naissance à des étoiles. Et donc on peut dire qu'il y a 90% de matière classique noire. On appelle la matière classique des baryons. Paradoxalement, ça vient du grec bario qui veut dire lourd. Or, la matière lourde, c'est la matière noire, et la matière classique n'est pas lourde, mais c'est celle qu'on appelle lourde, bario. Peu importe. Historiquement, on appelle cette matière les baryons. Et donc, un des grands mystères qui est lié aux galaxies, c'est pourquoi l'univers est-il si inefficace à faire des galaxies? Pourquoi y a-t-il si peu d'étoiles dans l'univers, alors qu'on a beaucoup de réservoirs pour faire de la matière, pour faire des galaxies, et qu'il y a ces puits de potentiel gravitationnel qui sont produits par la matière noire. Si maintenant on fait une analogie un peu rapide avec les galaxies, on s'aperçoit qu'il y a une distribution assez similaire de la matière que l'on voit ici, c'est 0,5% d'étoiles. La grande majorité de la quantité d'étoiles qui sont présentes dans l'univers qui nous entoure
sont dans des sphéroïdes, c'est-à-dire des galaxies à la forme relativement ovoïde, qui sont de couleur relativement rouge, qui n'ont pratiquement pas de gaz interstellaire, et donc pas de réservoir pour former de nouvelles étoiles. On dit, pour simplifier, même entre nous, qu'elles sont mortes. Le sang des galaxies, c'est la matière interstellaire, et le sang des galaxies, c'est ce qui leur permet de vivre, c'est-à-dire de donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles et de produire de nouvelles populations d'étoiles qui vont faire de la lumière. Les galaxies spirales font à peu près comme une galaxie de la Voie lactée, 24% de la masse en étoiles des galaxies. Donc ce n'est pas la majorité, la plupart sont mortes. Deuxième question, comment se fait-il que dans un univers qui n'a fait que 10% d'étoiles par millibaryon, et donc un univers avec 90% de baryons noirs, sur ces 0,5% d'étoiles, 74% sont mortes, c'est-à-dire sont des étoiles vieilles, qui ont typiquement 10 milliards d'années, qui sont dans des endroits où il n'y a plus de formation d'étoiles. Ça, c'est un autre mystère. Et aujourd'hui, les gens s'interrogent sur la question de savoir si les galaxies ont été, passez-moi l'expression, assassinées. Et, bien entendu, quand on cherche un coupable, on va toujours pointer sur celui qui est un peu différent des autres, qui a une coloration différente, donc ça va être le trou noir. Alors le trou noir, c'est le troisième acteur qui est très pratique. Alors il faut que je vous dise un secret. Quand un astrophysicien veut vous dire qu'il ne comprend pas quelque chose, il n'ose pas, il n'ose pas vous le dire, il n'ose pas vous dire qu'il ne comprend pas. Donc à la place, il vous dit, j'ai compris quelque chose, mais parce qu'il n'ose pas. En réalité, c'est par humilité qu'il dit ça, et il utilise le mot noir. Donc quand on vous dit trou noir, matière noire ou énergie noire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a strictement rien compris. D'accord et ça, vous le gardez, c'est entre nous. C'est l'humilité des chercheurs qui fait qu'ils n'osent pas avouer à tout le monde qu'ils ne comprennent pas. Et donc, le restant, ici, ce sont 2% de galaxies irrégulières. Donc, on n'a pas trop idée de la façon avec laquelle elles ont acquis leur forme. Et alors, ce qui est étrange, c'est que dans toute cette population de galaxies, une encore toute petite fraction, plus petite, ce sont des galaxies qui sont irrégulières et qui sont des fusions de galaxies, et dont on pense qu'elles ont dû jouer un rôle fondamental dans le passé, puisque dans le passé, l'univers était plus dense, et donc il y avait plus de chances que les galaxies se croisent. Et quand on regarde l'univers proche, on s'aperçoit que lorsque deux galaxies se croisent, eh bien, il se produit un phénomène de flambée de formation d'étoiles, sous l'effet de la gravité accélérée par le choc de compression qui vient de la rencontre des deux galaxies, ce qu'on appelle, il y a des effets de marée qui vont accélérer l'effondrement de la matière dans des régions précises. Les étoiles, comme dans cette région rouge, ici c'est tout petit, vous ne voyez pas très bien, mais disons que vous avez deux points blancs, ce sont deux galaxies qui fusionnent, et la région rouge entre les deux, c'est une région où la matière est comprimée, et où les étoiles naissent à un rythme accéléré par rapport à ce qui se passe dans notre galaxie, la Voie lactée, par exemple. Donc typiquement, une galaxie comme ça va faire 10 à 100 fois plus d'étoiles par année que la Voie lactée. Elles vont faire 20, 50, 100, 120, 200 soleils par an, alors que dans notre galaxie, il y a 3, 4, 5 soleils par an. Alors, on a longtemps pensé, avant Herschel en tout cas, que ces fusions de galaxies allaient être la composante dominante de l'histoire de la formation d'étoiles dans les galaxies. Et il était naturel de penser ça. Certains ont même écrit des articles le disant. Je dis certains parce qu'en fait, j'en fais partie. Et avec complètement tort. Et c'était pas du tout évident de le savoir à l'avance. Alors, sinon, je le risque tout de suite. Mais, alors voilà, donc ici, revenons un peu à notre cuisine. La fourchette de Hubble, qui était un bon vivant, distribue les galaxies. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est parce que c'est un peu noir. Donc je vais vous parler de quelque chose qu'on voit très bien. Alors, ici, vous avez des galaxies spirales avec une forme assez jolie, et ici, vous avez des galaxies moches. Donc, ce sont celles qui se ressemblent tous, qui sont comme des ballons de rugby. J'ai rien contre le sud-ouest, mais les galaxies-là sont mortes, et donc elles n'ont plus grand-chose à nous dire, les elliptiques et les bulles, là. Et puis, les disques, on ne voit vraiment pas très bien, les disques ici sont des galaxies
qui ont un petit bulbe et puis un disque plat comme dans notre galaxie. Vous savez comment les étoiles naissent dans notre galaxie de Voie lactée. Vous avez un disque de gaz, et puis les étoiles tournent en ellipse. Elles ne tournent pas dans une spirale, elles tournent en ellipse. Mais ces ellipses, combinées les unes avec les autres, créent des zones relativement surdenses, qui sont ces spirales-là. Si c'était des vraies spirales physiques, elles se seraient enroulées sur elles-mêmes un grand nombre de fois depuis le temps qu'elles existent. En réalité, c'est la combinaison de tous les mouvements des étoiles qui vont créer des zones relativement plus denses et dans lesquelles le gaz va s'effondrer, donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Et quand la spirale va bouger un peu, les étoiles jeunes meurent, elles s'éteignent, la lumière diminue dans ces zones-là, et puis là où c'est plus dense, de la lumière va naître à nouveau. Donc vous avez comme ça un mécanisme de propagation, de surdensité de matière qui donne naissance à des étoiles, et on va appeler ça, c'est la formation d'étoiles normale. D'accord? C'est-à-dire qui se produit de façon naturelle, et la raison pour laquelle la formation d'étoiles dans les galaxies comme la nôtre se produisent dans ces spirales vient du fait qu'il y a une compétition entre la gravité, qui veut que la matière s'effondre et donne naissance à des étoiles, et le fait que la matière tourne. Si vous prenez un ballon, que vous le placez, et que vous supposez que ce ballon de gaz est contenu dans un disque qui tourne, la partie qui est la plus proche du centre va tourner à une vitesse différente de la partie qui est la plus loin du centre. En réalité, du fait de ce qu'on appelle la rotation différentielle dans les galaxies, ça va même tourner un peu plus vite sur le bord. Et donc ça va créer un cisaillement qui va s'opposer à l'effondrement de la matière. S'il n'y avait pas ce cisaillement, toute la matière interstellaire de la Voie lactée aurait déjà donné naissance à des étoiles. Le fait qu'il y a ce cisaillement empêche la formation d'étoiles, et l'onde de densité qui passe sur ces ballons va venir permettre à la gravité de l'emporter sur le cisaillement. Donc vous avez gravité contre cisaillement, gravité perdante. Gravité contre cisaillement contre onde de densité, là on gagne, et localement on fait de la formation d'étoiles. Et puis vous avez donc cette petite irrégulière. Le problème, c'est que quand on cherche les progéniteurs des galaxies locales, soit spirales, soit elliptiques, on peut se demander quelles sont les galaxies de l'univers lointain qui représentent le passé de ces galaxies. Pour ça, on fait des sondages profonds de l'univers, avec le télescope spatial Hubble par exemple, et on regarde la forme des galaxies, et on essaie de comprendre comment s'est produite la morphogenèse des galaxies, comment elles ont pris leur forme, et on va essayer ainsi, comme ça, de remonter l'histoire des galaxies. L'idéal, c'est de voir la Voie lactée telle qu'elle était il y a 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, jusqu'au plus loin possible, avec des galaxies qui ressemblent à ce qu'aurait dû être la galaxie, la Voie lactée, il y a tant de milliards d'années, et puis avec ça, on fait un film. Ça, c'est le monde rêvé des astrophysiciens. Dans la réalité, quand vous regardez la forme des galaxies lointaines, et les gens ont développé des outils magnifiques pour séparer les disques des bulbes, pour mesurer les formes des disques, la taille des bras spiraux, etc., des outils aussi nombreux qu'inutiles. Ils sont très nombreux. Dans l'univers lointain, voici une galaxie typique. Et cette galaxie-là, elle a comme forme... voilà. Elle n'a pas de forme. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un objet comme ça? C'est soit une fusion de 4-5 galaxies, si vous calculez la probabilité que ça arrive, c'est extrêmement peu probable, or il y en a plein, soit autre chose. Et le autre chose en question va être la clé qui va nous permettre de comprendre la naissance des galaxies, et la clé sur laquelle nous avons fait une avancée majeure avec Herschel pour mieux formuler le mystère des galaxies qui va finalement rester un problème encore aujourd'hui. Mais, comme on va le voir, on a quand même fait une avancée majeure sur la compréhension des progéniteurs des galaxies locales. Donc, le contexte cosmologique, c'est une croissance hiérarchique des galaxies comme des poupées russes à partir de germes, et ces germes, donc je dis ce que c'était, vont donner naissance aux galaxies d'aujourd'hui. Voici 3 grandes questions sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles qui ont participé à la justification de l'envoi d'un satellite, comme le satellite d'Herschel. La question de savoir quand et comment sont nées les étoiles des galaxies, et comme les galaxies, c'est jamais qu'un amas d'étoiles, c'est comment sont nées les galaxies finalement. Qu'est-ce qui a provoqué la mort des galaxies? Alors c'est peut-être un peu facile de dire ça, les galaxies ne sont pas vivantes,
Mais dans le terme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la mort des galaxies, c'est la raison pour laquelle les galaxies ne donnent plus naissance à des étoiles, alors que 90% de la matière classique reste sous la forme de gaz, de réservoirs de gaz, et devrait nourrir la formation d'étoiles et tomber dans les puits de potentiel gravitationnel. Si vous prenez les germes du fond diffus cosmologique qui a été vu par Planck, vous mettez la matière telle que vous la connaissez, matière noire, matière classique, et vous laissez ça évoluer, les galaxies devraient être 10 à 100 fois plus massives. Il devrait y avoir 10 à 100 fois plus de galaxies naines autour des grosses galaxies. En d'autres termes, rien ne marche. Alors bien sûr, j'ai mes collègues qui font des simulations numériques, qui font des simulations qui sont magnifiques et qui insistent plus sur les aspects qui marchent. Moi, en tant qu'observateur, j'aime bien identifier les problèmes pour savoir quelle serait l'observation qui permettrait de nous faire avancer. Donc ma façon à moi de voir les simulations, c'est qu'une simulation numérique de grande qualité, c'est celle qui est fausse. Parce qu'elle nous montre à quel point il nous manque des ingrédients et comment on va faire les observations prochaines. Et donc, en particulier, on ne comprend pas comment les galaxies se sont éteintes et si elles ont été assassinées. Enfin, les acteurs que sont les trous noirs ou les noyaux des galaxies, ces trous noirs supermassifs qu'on trouve depuis quelques années maintenant, dans toutes les galaxies à peu près, quel est leur lien avec les galaxies et quel est leur lien avec la formation des étoiles? Alors ces questions, on peut les développer en sous-questions. En particulier, savoir si la formation d'étoiles a lieu de façon continue ou par sursaut, et si les galaxies évoluent de façon liée à leur propriété interne, donc on va dire d'une certaine manière à partir de l'inné, ou si leur évolution dépend de leur environnement. Est-ce qu'elles ont acquis cette évolution, cette forme par exemple, en fonction de l'environnement dans lequel elles sont nées? Est-ce que c'est des êtres sociaux ou c'est des êtres qui sont profondément individualistes? Voilà, les autres questions, je les ai déjà citées. Alors, bien entendu, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des fusions de galaxies. Ces fusions de galaxies, on les observe, elles sont rares dans l'univers proche, mais quand elles se présentent, elles sont très belles à observer, les images sont magnifiques de ces galaxies, et puis, lorsqu'elles se croisent, ces galaxies, elles vont provoquer une accélération de la formation d'étoiles, et là, on pourrait se dire que c'est un cas rare de deux grosses galaxies qui fusionnent les unes avec les autres, mais comme je vous le disais, quand on considère maintenant les grumeaux primordiaux et qu'on les laisse évoluer, les galaxies vont toutes tomber les unes sur les autres et chaque galaxie relativement massive, comme la Voie lactée, devrait être le produit de la fusion de dizaines, de centaines de plus petites galaxies. Ça, c'est le contexte dans lequel on a travaillé jusqu'à présent, avant Herschel, et qui se révèle remis en question, non pas dans son principe en termes de croissance de la masse totale d'une galaxie par l'accumulation de matière intergalactique, mais dans le rôle de ces interactions de galaxies dont on se rend compte aujourd'hui qu'il a été largement surestimé pour les raisons que je vais essayer de vous expliquer. Alors, maintenant, quels sont les outils qu'on a pour décoder le langage de la lumière et essayer d'avancer sur ces questions? Sans vouloir être trop technique, vous avez d'une part la forme des galaxies qui vous donne une information sur leur dynamique, sur par exemple une galaxie qui a un disque fin. Vous savez que si le disque est fin, il est né sous la forme de gaz. S'il était né sous la forme d'étoile, il ne pourrait pas être fin. Pourquoi? Parce que pour être fin, il faut qu'il dissipe de l'énergie. Il faut qu'il y ait de la viscosité. Or, les étoiles, un gaz d'étoile ne dissipe pas d'énergie. Il n'y a pas de frottement, pas de viscosité. Et donc, elle reste un disque épais. Par contre, du gaz, ça va dissiper l'énergie. Donc, si vous voyez un disque fin comme celui de la Voie lactée, il est né sous la forme de gaz. Et il est grand. Or, les galaxies étaient faites d'étoiles il y a quelques milliards d'années. Donc, pour que vous fassiez un grand disque fin de gaz, il faut qu'il ait lieu, sa formation ait lieu il y a relativement longtemps. Et ça, c'est un problème. Parce que si une galaxie subit toutes les fusions dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça détruit les disques des galaxies. Donc le problème est encore plus compliqué. Non seulement on a des fusions de galaxies, mais en plus, on a des beaux disques fins et grands qui ne devraient pas résister aux fusions de galaxies et qui sont pourtant là. Donc l'un des problèmes majeurs qu'on rencontrait jusqu'à présent, c'était de se dire pourquoi la Voie lactée existe. Elle ne devrait pas exister. Ensuite, maintenant, on peut bien sûr utiliser la spectroscopie. Et là, je vous donne un peu les différentes composantes un peu rapidement. Une étoile, dans son enveloppe, eh bien, la photosphère de l'étoile va, selon ses éléments chimiques, absorber une partie de la lumière, et donc certaines couleurs vont créer ce qu'on appelle des raies d'absorption.
Par exemple, les deux raies du calcium dans le spectre ont une distance de 35 angstroms qui est bien définie. Donc si vous reconnaissez deux petits trous noirs dans un spectre et qui sont décalés vers le rouge, vous en déduisez que c'est un effet Doppler, et c'est comme ça que Hubble a découvert l'expansion de l'univers. Si maintenant vous regardez des raies qui montent comme ça, des raies en émission, c'est le gaz qui est chauffé par la lumière des étoiles massives, qui font de l'ultraviolet, qui vont arracher les électrons des atomes, les électrons vont retomber et en retombant vont créer des raies en émission de l'hydrogène une fois qui vont retomber aux différents niveaux d'excitation des électrons autour de l'atome d'hydrogène. Donc ça fait toutes ces raies d'émission. Et puis la poussière interstellaire, qui est le lieu où vont naître les molécules, parce que les molécules ont très peu de chances de naître dans l'espace vide, mais lorsqu'un atome d'hydrogène se pose sur un grain de poussière, puis un deuxième, ils vont avoir plus de chances de se rencontrer, de former une molécule d'hydrogène, et puis la formation de la molécule libère de l'énergie qui va expulser la petite molécule d'hydrogène, et ainsi de suite. Vous pouvez même créer comme ça des molécules plus complexes. Et cette poussière, elle, a la propriété d'absorber le rayonnement des étoiles, de chauffer à des températures élevées, c'est-à-dire moins 210, moins 220, moins 230 degrés, ce qu'on appelle les températures élevées, dans l'espace, donc à 40 degrés Kelvin, typiquement. Et rayonner, quand on est à 40 degrés Kelvin, vous rayonnez dans l'infrarouge lointain, et c'est ça, évidemment, l'infrarouge lointain qui va être l'élément clé avec lequel on va étudier l'univers avec Herschel. Et puis, quand vous combinez l'émission de chacune des étoiles, qui sont des corps noirs, qui rayonnent toutes à une température particulière qui est caractéristique de leur masse, eh bien, une étoile est d'autant plus chaude qu'elle est massive, elle gagne son énergie toujours par la même raison, qui est 0,7% de MC2. Le E égale MC2 est appliqué dans les étoiles chaque fois. 0,7% de la masse qui passe de l'hydrogène à l'hélium, 0,7% de cette masse-là fois C2 vous donne la quantité d'énergie qui va être rayonnée par l'étoile. La différence entre une étoile très massive et une étoile peu massive, c'est que la très massive le fait plus vite. Et donc, pour la même quantité d'énergie, la puissance lumineuse rayonnée va être plus élevée, plus d'énergie par unité de temps, mais le réservoir total est le même. Donc, une étoile 10 fois plus massive que le Soleil vivra 10 millions d'années, alors que le Soleil vit 10 milliards d'années. Par contre, pendant ces 10 millions d'années, elle aura quelque chose à vous dire. Alors, si vous combinez comme ça toutes les étoiles, eh bien, ça fait tous ces corps qui font une sorte de continuum avec une discontinuité ici, qui vient du fait que ici, l'hydrogène va absorber toute la lumière des étoiles pour être ionisé. C'est la discontinuité. Alors, il y en a deux discontinuités. Pardon, celle que je dis là, il y a une première discontinuité à 4000 angstroms, et puis une discontinuité plus loin, autour de 1000 angstroms, qui vont être observables dans le continuum des galaxies, qui vont permettre de déterminer un peu l'âge des populations stellaires. Voilà. Alors, ces quatre éléments du langage de la lumière, d'une part, vous avez ce qu'on appelle le diagramme HR, et Hertzsprung-Russell. Donc, la lumière d'une étoile dépend de sa température, et vous avez, en fonction de la masse de l'étoile, une température qui est d'autant plus élevée, d'autant plus de puissance lumineuse, pour le même 0,7 MC2. Et donc, si une étoile est rouge, dans cette image de l'univers lointain, ce qui est rouge peut être rouge pour 4 raisons différentes. La première raison, c'est que cette galaxie est faite de petites étoiles, et donc s'il n'y a plus de grosses étoiles, c'est qu'elle est vieille. Parce que si les étoiles naissent un peu de grosses, un peu de petites, etc., au début, comme les grosses font plus de lumière, vous ne voyez que les grosses, et la galaxie est bleue, puis les grosses meurent, il n'y a plus que les petites, la galaxie devient rouge. Donc, une couleur rouge peut vous dire que la population stellaire qui fait la galaxie est vieille. Ou vous dire que cette galaxie s'éloigne de vous plus vite que les autres. Donc le décalage spectral est tel que cette galaxie, en réalité, est à un très grand décalage spectral, et donc vous l'observez telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, alors que la bleue, elle est observée telle qu'elle était il y a 0,5 milliards d'années. Ça peut être aussi que la poussière interstellaire absorbe plus efficacement la lumière ultraviolette et la lumière à courte longueur d'onde, plus proche de la taille typique des grains de poussière qui sont de l'ordre de l'angstrom, du micron, de quelques microns. Et donc, ces grains de poussière de quelques microns vont absorber très efficacement l'ultraviolet, la lumière des étoiles les plus massives, et donc va rendre la couleur d'une galaxie plus rouge. Et enfin, les éléments chimiques que vous avez dans la photosphère de l'étoile, plus vous avez d'atomes lourds, plus l'opacité de l'étoile est grande, plus vous allez changer la couleur de l'étoile et sa durée de vie. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une dégénérescence entre 4 éléments qui peuvent être soit
le fait que la population d'étoiles et de petites étoiles vieilles, soit parce qu'il y a un décalage, une galaxie peut être peuplée d'étoiles rouges, soit s'éloigner de vous, soit contient beaucoup de poussière qui absorbe vraiment les étoiles, soit plus de métaux qu'une autre. Et pour ces 4 raisons, il est très difficile de décoder le langage de la lumière quand vous voyez des galaxies lointaines. Avec ce langage-là, on essaye donc de remonter l'histoire de la formation des galaxies depuis les premières fluctuations, et on mesure la quantité de métaux, le grand Z, qui est l'un des 4 éléments, le petit z, qui est le décalage spectral. Alors, vous allez me dire pourquoi vous avez pris la même lettre, petit z et grand z, pour parler des 2 éléments que vous pouvez mesurer, le décalage spectral et la métallicité. Parce que z, ça ne ressemble pas à métallicité, et z, ça ne ressemble pas à décalage spectral ni à redshift. Et la réponse, elle est très simple. Alors ensuite, 380 000 ans, je ne connais pas la réponse, 380 000 ans après le Big Bang, vous avez les premiers photons qui vous arrivent, et l'univers a une température de 3000 degrés. Quand vous passez à un décalage spectral de 10 au lieu de 1000, donc vous divisez par 100 le décalage spectral, vous divisez aussi par 100 la température et le volume varient exactement de façon proportionnelle. Et avec le redshift, là vous allez avoir la formation des premières galaxies, donc là c'est des âges sombres, premières galaxies, puis ces galaxies vont faire de la lumière, qui vont provoquer ce qu'on appelle la réionisation, elles vont extraire les électrons des atomes. Donc les atomes avaient mis tous ces 380 000 ans à capturer leurs électrons, on forme nos galaxies, pouf, on leur revire leurs électrons. Donc maintenant, si vous vous déplacez dans l'espace intergalactique, vous allez découvrir que la matière est à nouveau ionisée. Et donc ça a été provoqué par la formation des galaxies et des étoiles. Et puis, les galaxies ont été tuées ou sont mortes. Donc il y a une époque d'extinction des galaxies, soit par une météorite géante qu'on pourrait appeler un trou noir, soit par exhaustion du gaz, par consommation du gaz interstellaire. Et pour une raison qu'on va essayer de décrire, plus de matière tombe sur les galaxies, pour arriver à l'univers d'aujourd'hui distribué avec 74% de galaxies mortes et 24% de galaxies vivantes et 2% de galaxies bizarroïdes. Donc voilà. Alors maintenant, l'enjeu, ça va être de voir l'invisible. Alors je vais essayer de vous justifier pourquoi on veut voir l'invisible, et la meilleure justification, c'est de commencer par les erreurs des scientifiques, qui ne se trompent jamais. Donc Ed Barnard, au télescope de Lick, en 1892, était l'un des premiers à faire des images assez intéressantes de la Voie lactée, dont cette image. Alors je ne sais pas si vous voyez malheureusement. Ici, vous avez une zone sombre, en forme de S. D'accord, vous avez... Alors, lui, quand il a vu ça, Ed Barnard, il a dit ça va être quelque chose. Ça, bon, d'une part, c'est moi qui l'ai vu. D'autre part, c'est quand même moi qui l'ai vu. Et enfin, je l'ai vu. Et donc ça, c'est 3 bonnes raisons pour expliquer pourquoi cette zone-là allait être intéressante. L'auteur, l'éditeur du journal dans lequel il a publié, a contredit Ed Barnard. Il a dit, si Ed Barnard avait raison, non pas sur le fait qu'il est un grand photographe, mais sur le fait que c'était des trous. Ce que disait Ed Barnard, des trous, il n'y a pas d'étoiles. Comment se fait-il qu'il n'est pas possible de voir la lumière des étoiles qui sont derrière le trou? On devrait voir les étoiles derrière le trou, d'accord? Devant. Donc si on ne voit pas les étoiles qui sont devant ou derrière le S, c'est donc qu'il y a un S en forme de tube, centré sur nous, du style Superman ou autre, et qui est parfaitement centré sur vous. Alors comme ça c'est peu probable, ce qu'a dit l'éditeur, c'est qu'il est plus probable que ces zones que l'on croit être vides sont les régions les plus denses de la Voie lactée, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que si vous voulez chercher le lieu où il y a le plus de lumière dans l'univers, c'est là où il y en a de moins. Et donc, de la même manière que la lumière des galaxies est née de la matière noire, la lumière des étoiles jeunes et massives est née des régions noires, où la lumière ne sort pas, parce que pour donner naissance à une étoile, et là vous allez voir que c'est très facile à comprendre, il faut que la matière se comprime. Une fois que la matière est comprimée et qu'elle a donné naissance à l'étoile, elle ne va pas vite fait s'en aller en disant ça y est, c'est fait. Elle est là, elle est là. La gravité ne s'annihile pas. Donc l'étoile naît dans une région ultra dense. Alors vous allez me dire, oui mais l'étoile, elle bouge. Et puis elle évapore ce qui se passe autour d'elle, elle détruit la poussière. Oui, quel est le temps typique qu'il faut à une étoile pour sortir de son cocon, de sa maternité? De l'ordre de 10 millions d'années.
Quelle est l'espérance de vie de ces étoiles massives qui font principalement ces ultraviolets qui dominent la lumière des galaxies? 10 millions d'années. Donc, les étoiles qui font la plus grande partie de la lumière des galaxies ne sortent jamais de leur cocon de poussière. Et si vous voulez connaître le rythme auquel les galaxies donnent naissance à des étoiles, ce n'est pas les petites étoiles qui vivent 10 milliards d'années qui vont vous servir. Parce que quand vous avez une petite étoile qui est née il y a 1 milliard d'années, il y a 3 milliards d'années, il y a 4 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années, eh bien vous ne pouvez pas les distinguer. Elles sont toutes des petites choses. Par contre, si vous voyez une étoile de 10 masses solaires, de 20 ou 30 masses solaires, elle est née il y a moins de 10 millions d'années obligatoirement, sinon elle aurait explosé. Et comme on sait ça, il n'y a plus qu'à compter les étoiles les plus massives, et vous avez une vision instantanée des étoiles qui viennent de naître. En plus, elles n'ont pas bougé de l'endroit où elles sont nées. Donc, en regardant les étoiles massives, vous voyez la vitalité d'une galaxie. Mais malheureusement, ces étoiles-là sont celles qui sont invisibles. Et donc, il faut aller explorer l'invisible. Et comment? Il se trouve que, par chance, ces régions qui sont invisibles à l'optique, en fait, quand on les regarde dans l'infrarouge, eh bien, c'est le négatif qu'on va voir, et elles vont être les plus lumineuses. Pardon, j'ai perdu mon... C'est la nébuleuse d'Atwood. Les nébuleuses de la tête de cheval, où on voit, alors on ne voit pas très bien, mais normalement je joue le contraste. Cette zone-là devient obscure, celle-ci devient lumineuse quand on passe voilà, du visible à l'infrarouge. Cette partie-là qui est complètement invisible et noire dans le visible, c'est pour ça qu'elle est invisible, donc devient lumineuse dans l'infrarouge, et la partie qui est là, en fait, elle est invisible dans l'infrarouge. Enfin, elle est infrarouge. Mais comme il y a 2 1, en fait, on ne dit pas 1 infrarouge. Mais bon, ça, c'est un truc qu'il faut savoir une fois que vous le savez. Alors ensuite, les étoiles qui sont là, bon, bien sûr, vont faire des trous. Donc, par exemple, ici, vous avez une visualisation en 3D de la nébuleuse d'Orion. Vous voyez les étoiles massives parfois, parce que si vous les voyez dans le bon angle, vous les voyez à travers le trou et vous les voyez. Donc, c'est pas que vous les voyez jamais. Mais regardez maintenant, si vous prenez cet angle-là, vous les voyez plus. Donc, en moyenne, quand vous regardez une galaxie lointaine, vous en voyez un petit peu, mais la plupart du temps, vous n'en voyez plus. Donc voilà, typiquement, ça va être très dur. C'est pas grave. Moi, je vois. Je vais donc essayer de vous expliquer, parce que là, cette ligne bleue, vous ne la voyez pas là. D'accord. Alors, mettez vos lunettes 3D. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, alors, en plus, c'est une belle image Herschel derrière. Bon. Alors, en fait, ici, ce que je voulais vous expliquer, c'est le fait que lorsque la poussière est chauffée par les étoiles, elle est chauffée typiquement à quelques dizaines de degrés Kelvin, donc dizaines de degrés au-dessus de zéro. Elle va rayonner principalement autour de 100 microns. C'est la loi de Wien qui vous donne le pic d'émission d'un corps noir. Et 100 microns, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est complètement opaque. L'atmosphère terrestre est complètement opaque à ce rayonnement, c'est pour ça qu'ils vont envoyer un satellite dans l'espace pour voir son rayonnement. Et c'est le seul rayonnement qui vous permettra de voir la luminosité, le gros de la luminosité produite par les étoiles, parce que l'ultraviolet est la luminosité principale produite par les étoiles massives, et l'ultraviolet est absorbé par la poussière qui devient l'infrarouge. Et donc ce pic d'émission des galaxies qui est large, la plupart de l'émission des galaxies qui forment des étoiles est autour de 100 microns, avec beaucoup moins des petites étoiles, beaucoup de la poussière d'étoiles qui rayonne autour de 100 microns, c'est ça qui va nous permettre de caractériser la vitalité des galaxies. Et on a une preuve indirecte qu'il se passe beaucoup de choses, puisque dès les années 96, avec le satellite Kobe américain, qui a permis d'avoir le prix Nobel de physique sur la découverte, donc la mise en évidence renforcée du Big Bang à travers la mesure très précise du corps noir cosmologique, eh bien, l'autre observation de ce satellite Kobe, ça a été de mettre en évidence l'existence d'un fond diffus cosmologique infrarouge qui ne vient pas du Big Bang, mais qui vient de la combinaison de la lumière de toutes les étoiles qui sont nées au cours de l'histoire de l'univers, qui a été absorbée par la poussière et rayonnée dans l'infrarouge. En d'autres termes, ce que vous voyez ici en infrarouge, c'est le compte en banque de l'univers. Pourquoi? Un atome d'hydrogène qui se transforme en hélium perd 0,7% de sa masse, qui se volatilise en lumière, qui disparaît. 0,7 MC2. Chacun de ces photons qui sont nés dans les étoiles et
et qui est absorbé par la poussière va se transformer en photons infrarouges. Et si vous collectez sur tout le ciel tous les photons infrarouges qui viennent de toutes les directions, eh bien, vous avez ce fond diffus, et c'est le nombre de photons total qui ont été faits au cours de toute l'histoire de l'univers par la formation d'étoiles enfouies dans la poussière, donc le gros de cette formation d'étoiles, nouvelle génération jeune. Si maintenant on était capable de révéler la granularité du fond diffus cosmologique infrarouge, c'est-à-dire d'identifier quels sont les points de l'espace qui se sont combinés pour donner cette impression d'image diffuse, alors on saurait identifier les phases où les étoiles d'aujourd'hui sont nées dans les galaxies au cours de l'histoire de l'univers. Et si on était capable de remonter à l'époque où ça s'est passé, on saurait quand ça s'est passé. Et si on était capable d'étudier les propriétés de ces galaxies, on saurait comment ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'a fait Herschel? Il a révélé la granularité du fond diffus cosmologique infrarouge, dont on avait eu une idée avant Herschel via le satellite ISO, via le satellite Spitzer, mais simplement une idée. Alors les précédents satellites infrarouges, ça va faire bizarre donc sont France One Point, non ça c'est les États-Unis, IRAS 1985, télescope fantastique, 57 cm. Donc un tout petit télescope, tout petit miroir, mais refroidi. Alors le problème qu'il y a dans l'infrarouge, c'est que vous avez tout de suite le fait que vous allez voir vos instruments eux-mêmes si vous ne les refroidissez pas, puisqu'ils sont une source d'émission infrarouge. 57 cm c'est tout petit, ISO, 10 ans plus tard, 3 cm de plus. Mais l'instrumentation est plus sophistiquée. Spitzer, une révolution de la NASA, 85 cm. Donc, vous voyez qu'il a été très difficile d'avancer dans l'exploration de l'univers infrarouge parce que c'est une technologie qui est très très sophistiquée et avec des télescopes qui sont ridiculement petits, on a fait des avancées relativement importantes. IRAS a révélé l'existence de galaxies qui, sur toute la lumière que fait la galaxie, rayonnent à plus de 90%, parfois même 99%, leur lumière dans l'infrarouge lointain dont je vous parlais tout à l'heure. En d'autres termes, seul 1% de la lumière de ces galaxies vient des étoiles qui sont disséminées dans les galaxies et 99% viennent de celles qui sont complètement enfouies dans les cocons de poussière. Des galaxies qui sont comme ça sont des galaxies extraordinaires, qui sont rares, mais qui sont toutes le produit de fusion de galaxies et dont on s'est dit que ce sont des prototypes de ce que devaient être les galaxies de l'univers lointain, puisque dans l'univers lointain, les fusions étaient plus communes. Le satellite ISO a permis d'aller pousser la limite de l'étude de ces galaxies-là sur un peu plus de 8 milliards d'années dans le passé, et de voir qu'il y a 8 milliards d'années, ces galaxies, qu'on appelle LIRG, parce qu'on est poète, veulent dire Luminous Infrared Galaxies, et ULIRG, qui veulent dire Ultra Luminous Infrared Galaxies, comme on lit dans des poèmes qu'on peut rencontrer souvent en astronomie. Les LIRG, c'est plus beau en anglais, LIRG, quand on a bien mangé, les LIRG étaient 70 fois plus nombreuses il y a 7 milliards d'années. C'est-à-dire qu'elles dominaient totalement, cette fois non plus avec IRAS, on s'est rendu compte que certaines galaxies rares avaient la très grande majorité de leur lumière produite par ces étoiles enfouies. Ce qu'a vu ISO, c'est que si vous prenez maintenant tout l'univers, il y a 7 milliards d'années, vous prenez tout l'univers, donc vous prenez une boîte d'univers, disons allez, on va prendre 1 milliard d'années-lumière de côté, une boîte, puis là-dedans, vous avez un certain nombre de galaxies. Et vous comptabilisez toute la lumière qu'il y a dans cette boîte. Ben vous allez voir qu'elle est principalement produite par des LIRG. C'est-à-dire que ces galaxies qui sont rares et qui font une petite pichenette de choses dans l'univers proche dominent la densité de formation d'étoiles, la quantité d'étoiles qui naissent dans l'univers il y a 7 milliards d'années. Et si maintenant vous remontez avec le satellite Spitzer, il y a un peu plus de 10 milliards d'années dans le passé, vous vous apercevez que ce sont cette fois les ULIRG qui dominaient. Cette fois, ce sont des galaxies qui font 200 masses solaires par an, qui vont complètement dominer l'histoire cosmologique de la formation d'étoiles. Les autres petites galaxies forment des étoiles qui
qui ont le temps un peu plus de sortir de leur cocon, qui sont dans des phases différentes, mais on voit que ces galaxies maintenant vont être les éléments phares de l'univers lointain. Donc maintenant, on commence à se poser la question de savoir qu'est-ce que devrait voir Herschel. Maintenant que vous avez tous posé la question, vous avez tous répondu, je vais dire à voix haute ce que vous vous êtes tous dit. Nous avons donc des germes cosmologiques qui vont générer des galaxies, qui vont fusionner les uns avec les autres. Dans l'univers proche, quand on voit des grosses fusions comme ça, c'est principalement dans l'infrarouge que ça rayonne. Dans l'univers lointain, on a vu que c'était principalement des fusions qui rayonnent principalement dans l'infrarouge. Ce que va voir Herschel, c'est que le fond diffus cosmologique est fait de fusions de galaxies qui provoquent de la formation d'étoiles en comprimant le gaz et en faisant que ce sont des galaxies infrarouges. Ça, c'est la logique sur laquelle on était tous branchés. Alors maintenant, allons tester cette logique avec des explorations de l'univers lointain avec Herschel. Alors, les points forts et les points faibles d'Herschel. Les atouts, d'une part, comme je l'ai dit, les régions dans lesquelles naissent les étoiles sont très denses, donc elles sont opaques à la lumière ultraviolette et visible, et donc on va regarder le rayonnement de la poussière. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, enfin ce que j'avais prévu de vous dire maintenant, je ne vais pas oublier, c'est que la longueur d'onde infrarouge étant une grande longueur d'onde, 100 microns, qui est 100 fois plus grande que la taille caractéristique d'un grain de poussière, en quelque sorte va enjamber les grains de poussière et donc ne va pas être sensible à l'absorption par la poussière. Et donc la poussière produit un rayonnement qu'elle n'absorbe pas elle-même. Et c'est ça qui est l'élément clé. C'est que l'univers est transparent à l'infrarouge et l'infrarouge est le rayonnement principal produit de manière secondaire par la production d'étoiles jeunes. Et donc, coup de peau, on peut explorer de façon transparente l'univers, même lointain, dans l'infrarouge. Alors, l'autre atout d'Herschel, c'est que pour le coup, on n'est plus avec 57 cm. Là, on s'est dit, on va se donner les moyens, et on a mis le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace, 3,50 m, c'est celui d'Herschel. Parce que les grandes longueurs d'onde ont un prix à payer, c'est que la tâche de diffraction que vous avez sur votre télescope, du fait des interférences, eh bien, un point dans le ciel, aux grandes longueurs d'onde, devient une tâche. Et cette tâche fait que si vous avez plusieurs tâches les unes à côté des autres, il est difficile de voir ce qu'il y a derrière. Donc, on atteint ce qu'on appelle la limite de confusion, que j'espère ne pas atteindre en essayant de vous parler de ça. Alors, les faiblesses. Justement, c'est les grandes longueurs d'onde, et donc problème de résolution angulaire, et cette limite de confusion va même affecter Herschel à ses plus grandes longueurs d'onde, même avec un 3,50 m. Typiquement, il faudrait un 20 m, et on ne sait pas faire. On l'a proposé là, juste à l'Agence spatiale européenne, ils ont refusé parce qu'ils ont dit que c'était trop cher. N'importe quoi. Et le point numéro 2, c'est que le miroir d'Herschel n'est pas refroidi. Pour des raisons d'argent. Donc, Herschel a été envoyé au point de Lagrange L2, c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, à 1,5 million de kilomètres de nous. C'est pas le moment d'aller le réparer avec la navette spatiale. Là, donc, naturellement, il va atteindre la température de 80 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais le problème, c'est qu'à 80 degrés au-dessus du zéro absolu, vous rayonnez dans l'infrarouge lointain. Donc le miroir lui-même est la principale source de bruit de vos observations. Les instruments sont refroidis à 300 millikelvin par de l'hélium liquide dans un réservoir de liquide qui va définir la durée de vie d'Herschel de 4 ans. Parce qu'il est passivement... L'hélium est éjecté du cryostat, c'est un cryostat. Il n'est pas... donc on a une durée de vie de cryostat qui maintient une température de 300 millikelvin pour les instruments avec 2300 litres d'hélium pour 4 ans. Mais le miroir, lui, vous empêche de voir bien aux plus petites longueurs d'onde. Donc vous avez la confusion qui vous affecte aux grandes longueurs d'onde et vous avez, par exemple, à 70 microns, vous avez l'effet de la température du télescope. Alors, voici ce qu'on appelle... Ici, vous voyez les galaxies. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ces petits points-là, c'est par exemple des galaxies, vous voyez dans l'image du télescope spatial Hubble. Et bon, c'est très difficile à voir, mais ce point-là, mon point rouge, par exemple, c'est la taille d'une galaxie vue par Hubble. Et si je le mets dans la tâche de diffraction d'Iras, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Et en d'autres termes, si vous voyez l'image du ciel profond avec le télescope spatial Hubble, vous allez voir que dans une tâche de diffraction d'Iras, vous avez typiquement 15-20 galaxies. Donc, il est extrêmement difficile de savoir laquelle des 15 fait le flux, si vous regardez l'univers lointain, et en plus,
elles peuvent se combiner, il peut y en avoir 3 qui font. Alors, ISO un peu meilleur, Spitzer un peu meilleur, ce petit point-là. Donc c'est ça qu'on gagne. C'est qu'on a une résolution spatiale qui est bien meilleure et qui vous permet de pratiquement d'identifier une galaxie individuelle. C'est vrai autour de 100 microns, autour de 300 microns, 500 microns, c'est pas vrai du tout. Et notre quotidien à nous, c'est d'essayer de trouver des techniques pour résoudre ce problème-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça, pas du tout, mais disons que c'est ça la technique, c'est ça le gros enjeu avec Herschel. Et donc les bandes d'Herschel voient exactement ce pic d'émission infrarouge lointain dont je vous parlais. Vous avez entendu parler du redshift, de décalage spectral. Le décalage spectral va faire qu'une galaxie dont le pic d'un infrarouge lointain qui est autour de 80 microns dans l'univers proche, si elle se situe il y a 8 milliards d'années, va passer à 160 microns, ce qui est la deuxième bande, c'est une des bandes d'Herschel. Si ça se situe il y a 10 milliards d'années, ça va passer à 240 microns, c'est une des bandes d'Herschel. Si c'est il y a 12 milliards d'années, vous restez toujours dans les bandes d'Herschel. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est que vous explorez quasiment toute l'histoire de l'univers avec le pic d'émission, quel que soit son décalage, vous passez d'une bande à l'autre. À chaque fois, en payant le prix du fait que plus la bande correspond à une grande longueur d'onde, plus la tâche de diffraction est grande, et plus le boulot qui vous reste à faire est grand. L'exemple est ici. Prenez cette patatoïde là, vous voyez une patate. Elle a une belle patate, mais là, il y a une patate vue par la tranche, comme une frite. Et à 500 microns, vous regardez à 350 microns, la frite devient 3 patates. Et avec 3 patates, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. Et maintenant, 250 microns, vous avez 4 patates. Là, ça commence à être plus synthétique. 160 microns, 6 patates. Donc, cette patate-là est faite de 6 galaxies. 100 microns, 8 patates. 24 microns, 18 patates. En d'autres termes, vous avez 18 patates qui, parmi 18 patates, certaines émettent à 500 microns et font ce truc-là. Comment vous allez identifier les particules de lumière que vous mesurez dans cette image-là, qui n'a que 6 galaxies, en comparaison avec celle-ci qui en a 2575? Sur les 2575 galaxies, quelles sont celles qui dominent l'émission des 6? Ça, c'est un enjeu qui va facile. Mais, regardez, maintenant, je reprends cette image de 6 patates et je passe de 500 à 350. Et vous voyez que la granularité que vous gagnez en descendant en longueur d'onde n'est pas complètement décorrélée de la première. Ça se passe à l'intérieur. Bien sûr, vous voyez apparaître quelque chose ici, mais celle-ci se subdivise progressivement. Et finalement, ici, là où vous voyez quelque chose de flou, vous auriez pu vous dire que c'est juste une fluctuation du bruit dans mon image. Quand vous rentrez dans les longueurs d'onde plus petites, vous voyez que ce sont de vraies galaxies. Et quand vous descendez comme ça, vous voyez que celle-ci, c'était en fait 2. Et puis, ainsi de suite. Vous allez comme ça rentrer avec une vision de plus en plus fine. Et tout l'art, c'est d'arriver à combiner toutes ces visions jusqu'au télescope spatial Hubble, où là, c'est, disons, dans cette zone-là, c'est typiquement 40 000 galaxies derrière les 6 à 500 microns. Donc c'est 6 versus 40 000. Mais les 6 sont celles qui contiennent la majorité de la formation d'étoiles et de l'univers lointain. Donc il faut arriver à travailler avec toute cette combinaison de longueur d'onde-là pour attribuer des particules de lumière aux uns et aux autres. Et bon, ça c'est ce qu'on a fait. On a ici une image de l'univers lointain qui est la plus longue intégration de la caméra de Herschel dans l'univers, où on a combiné les couleurs. Et de nouveau, vous vous retrouvez avec des galaxies rouges et bleues. Les rouges vont être plus froides ou plus lointaines, etc., comme d'habitude. Et on a comme ça mesuré la couleur et les propriétés de 2000 galaxies sur 12 milliards d'années. Et avec ça, maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et répondre à nos questions. Alors, première chose, si vous faites un zoom sur cette image, vous voyez ici un petit bloc rouge. Cette galaxie qui a le nom poétique de GN20, parce que c'est la 20e galaxie détectée dans l'hémisphère nord, dans la région Woods, Great Observatories Origin Deep Survey, qu'on a fait appeler GODS, mais ça c'est prétentieux. Et cette galaxie-là se trouve produire ses étoiles au rythme de 3000 masses solaires par an. Et ça, avant Herschel, on avait pensé qu'il était possible que des galaxies forment leurs étoiles à des rythmes très élevés, mais on n'était pas sûr que ce soit vrai parce que c'était tout le temps, ça reposait sur des extrapolations. Avec Herschel, on a vraiment mesuré la lumière produite par les étoiles jeunes attirées vers la poussière, et on a validé l'idée de 3000 masses solaires par an. Il y avait des gens qui, comme moi, disaient que c'était impossible, et qui avaient souvent encore tort.
Et il se trouve que pour moi, c'était impossible pour la raison suivante, c'est que quand vous avez 3000 masses solaires d'étoiles jeunes, vous allez ioniser le gaz très rapidement, et du gaz ionisé n'a pas tendance à s'effondrer facilement sous l'effet de la gravité, il y a des effets d'interaction électromagnétique. Normalement, vous attendez à ce que ça s'arrête avant d'arriver à 3000. Et donc là, c'est vraiment étrange qu'on arrive à ces rythmes-là. Mais c'est extrêmement rare des objets comme ça. En réalité, sur les 2000 galaxies qu'on a étudiées, si on essaie de remonter maintenant à essayer de comprendre qui est le progéniteur des galaxies normales, qui est cette galaxie, comment a-t-elle eu cette forme, comment a-t-elle donné naissance aux étoiles de l'univers d'aujourd'hui, eh bien vous le saurez à la prochaine conférence. Eh bien c'est ça qu'on va se poser comme question maintenant. Donc, maintenant, validons d'abord l'hypothèse que je vous avais faite tout à l'heure, qui était de savoir que le budget global de la formation d'étoiles qui est au fond du infrarouge, vous le retrouvez bien avec Herschel pour être sûr que vous parlez bien de ce qui se passe globalement et non pas de quelques petites choses qui se produisent, qui ne sont pas représentatives de ce qui s'est passé dans l'hiver lointain. Voici une très belle image du télescope spatial Hubble qui est magnifique, mais avec ce genre d'image, vous ne savez pas où se produit la formation d'étoiles. La lumière de ces galaxies vient principalement d'étoiles qui sont sorties de leur cocon de poussière, qui ont un certain âge, et donc qui ne vous donnent pas un instantané. Elles vous donnent un temps caractéristique qui se mesure en milliards d'années. Il est quasiment impossible avec ces images-là de savoir ce qui s'est passé au cours des quelques dizaines de millions d'années avant l'image. Or, c'est ça qui vous intéresse pour savoir si le moment où vous regardez votre galaxie est un moment où elle vient de donner naissance à des étoiles, ou bien c'est des étoiles qui ont été accumulées sur 10 milliards d'années. Et pour ça, il faut Herschel. Et avec Herschel, vous avez des blobs qui sont moins jolis, mais qui vous disent exactement où l'action se passe. Et si on avait bien compris ça, alors, en combinant pour s'assurer qu'on a bien compris ça, on a utilisé toutes les longueurs d'onde dont je vous ai parlé d'avant, et on s'est dit, prenons cette image-là qui est à 250 microns, où il y a une combinaison de blobs qui font un gros blob. Et essayons, à partir de ce qu'on a compris avec Herschel des couleurs des galaxies, en passant du 100 à 160 microns, etc., de faire une simulation de cette image en prenant en compte les distances des galaxies. Et voici l'image simulée. Et vous voyez, ce qu'on a fait, cette image simulée ressemble beaucoup à cette image, et des études, je passe les détails du bruit dans l'image, etc., nous permet de démontrer que même les sources qu'on ne voit pas, qui font des fluctuations qu'on peut quantifier, dans la simulation, produisent une quantité de lumière qui est exactement équivalente. Vous devez suivre l'expansion de l'univers, parce qu'une grosse boîte aujourd'hui était petite dans le passé. Il faut que la boîte suive l'expansion de l'univers pour que vous puissiez comparer des choses comparables. Sinon, vous allez dire, dans le passé, il y avait beaucoup plus de galaxies. En réalité, si vous prenez une boîte de même taille, il y a plus de galaxies parce que l'univers était plus concentré. Mais si vous prenez maintenant une boîte qui suit les galaxies, vous en avez 10 là, vous en avez 10 aujourd'hui, quelle est la quantité de formation d'étoiles qui s'est produite dans ces 10 galaxies, dans cette boîte, au cours du temps? Et vous voyez que on voit ici une courbe noire qui est la combinaison de toutes les galaxies, mais ce sur quoi je vais insister, c'est la courbe orange et la courbe rouge. La courbe orange, ce sont les Lyric. Et la courbe rouge, c'est Ulyric. Et celles-ci, ce sont les galaxies qui font typiquement 20 soleils par an, celles-ci, 200 soleils par an. Vous voyez qu'elles sont tellement négligeables dans l'univers proche, Z égale 0, redshift égale 0, c'est aujourd'hui. 1, c'est il y a 8 milliards d'années, et 2, c'est il y a plus de 10 milliards d'années. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est là. Et c'est monté tellement vite qu'il y a 10 milliards d'années, ça dominait la formation d'étoiles. Donc on confirme que ces galaxies-là sont faites de Lyre et du Lyre relativement lointaines, et qui vont dominer l'histoire cosmique des formations d'étoiles. Maintenant, essayons de comprendre leur nature. On va essayer de comprendre comment les étoiles sont nées, et si c'est de façon continue, comme dans notre galaxie, ou par sursaut. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est lié à des fusions de galaxies ou pas? Est-ce que c'est lié à des trous noirs? Est-ce que c'est lié à des ondes de densité qui se produiraient de façon différente parce que la galaxie est chahutée par son environnement? Alors, ça c'est pour vous montrer à quel point on peut vous compliquer la vie. Un spectre de galaxies, c'est compliqué. Alors maintenant, je pourrais passer un quart d'heure pour vous raconter les différentes composantes de ce spectre, mais je vais en extraire quelque chose de simple, qui va nous donner une signature particulière, qui va nous permettre d'identifier les galaxies pour lesquelles les étoiles naissent de façon normale, c'est-à-dire comme dans notre galaxie la Voie lactée, et les galaxies dans lesquelles les étoiles naissent de façon accélérée, par formation d'étoiles.
comment peut-on, à partir de simplement un spectre, distinguer les deux? Alors, je vais essayer de vous convaincre de ça. Vous avez ici 3 courbes, une verte, une bleue et une rouge. Donc, le reste va être facile. La courbe verte est la plus difficile à voir, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. La courbe verte, ici, dans l'infrarouge moyen, possède des montagnes. Ces montagnes, ce sont des raies en émission, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais qui sont larges. En réalité, elles ne viennent pas d'électrons qui dégringolent dans un atome, qui sont des raies d'émission classiques, ou de molécules simples de vivre, mais elles viennent de molécules complexes, qui sont les hydrocarbones aromatiques polycycliques, qui sont dotés de centaines d'atomes de carbone, qui sont ce que vous ramassez avec votre doigt quand vous allez ramasser dans le pot d'échappement d'une diesel la crasse noire que vous avez envie de rejeter. C'est ces molécules complexes qui sont peut-être à l'origine de nous. C'est-à-dire, ce sont les molécules plus complexes dont on pense qu'elles sont peut-être à l'origine de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce que nos cellules sont faites de molécules qui ont toutes la même symétrie, alors que quand vous les fabriquez dans un laboratoire, vous faites des symétries gauche et des symétries droite. Nous avons tous des molécules faites d'une seule et unique symétrie, et le seul processus qui favorise une chiralité, et donc qui fait un mélange racémique, qui n'est pas racémique, qui va favoriser une chiralité, c'est ce qui se passe dans l'espace interstellaire. La lumière qui est réfléchie par la poussière est polarisée, et la polarisation de la lumière est telle qu'une symétrie des molécules va absorber plus efficacement cette lumière qu'une autre. Comme elle l'absorbe plus efficacement, elle est plus efficacement détruite, et vous allez favoriser un certain type de symétrie. On pense que ça a participé à la raison pour laquelle nous avons une dissymétrie, et donc ça prouverait une bonne partie de la formation des molécules qui nous constituent, qui ont participé à la genèse de la vie sur Terre, est née dans l'espace. Alors maintenant, ces molécules-là, pour nous, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont très fragiles, elles sont susceptibles. Lorsque vous mettez beaucoup d'étoiles dans une région très concentrée, ces étoiles ont tendance à repousser, à détruire ces molécules. Les gens se sont dit, ça ne change strictement rien parce que finalement, vous les repoussez, mais il y a toujours une limite où elles vont continuer d'exister, et c'est de là que va venir leur rayonnement. La seule chose, c'est que les molécules, les grains de poussière qui font le continu qui est ici, elles sont résistantes au rayonnement des étoiles. Et donc, elles sont produites par tout le volume autour de l'étoile, tandis que celles-ci sont produites par une sorte de peau, à une certaine distance. L'épaisseur de cette peau dépend de la dureté du spectre des étoiles, c'est-à-dire de ce que font les étoiles. Mais le volume occupé par ces grains de poussière dépend du nombre d'étoiles qu'il y a dans la région. Donc je vais simplifier. Ces montagnes-là n'existent que quand vous avez peu de concentration des étoiles, parce que si vous concentrez beaucoup d'étoiles, même si elles existent, leur lumière est complètement dominée par une lumière continue qui vient de ces gros grains de poussière-là, et elle est complètement noyée dedans. En d'autres termes, vous pouvez distinguer par la présence ou pas de ces molécules-là si la formation d'étoiles est concentrée comme on l'attend lors d'une fusion de galaxies, ou bien distribuée comme on l'attend dans une formation d'étoiles normale comme dans la Voie lactée. Et effectivement, le spectre rouge ici a été pris sur des galaxies en interaction dans l'univers local. Le spectre vert ici a été pris sur une galaxie standard comme notre galaxie, la Voie lactée. Et maintenant, la question est la suivante. Si je regarde toutes les galaxies de l'univers local et que je compte le nombre de galaxies dont la grosse montagne, disons, est beaucoup plus intense que cette région-là. Donc pour ça, je vais le mesurer, je mesure cet indice-là, IR8. S'il est très grand, c'est qu'il y a beaucoup plus d'émissions qui viennent des grains résistants que d'émissions qui viennent des grains fragiles. Donc plus il est élevé, plus vous avez de concentration des étoiles et plus vous êtes dans une galaxie en interaction. Et vous voyez que les galaxies qui ont cette valeur très élevée, elles sont très peu nombreuses, c'est les petites pics ici. Par contre, la très grosse majorité des galaxies locales ont toutes une distribution très très piquée autour de la valeur classique qu'on attend pour la Voie lactée. Mais dans l'univers lointain, on s'attend à ce que ce soit exactement l'inverse.
Dans l'univers lointain, la formation d'étoiles étant dominée par des LURG et ULURG, qui forment beaucoup d'étoiles de façon, si c'est comme les galaxies proches, de façon très concentrée, elles auront le spectre rouge, et donc ça devrait s'inverser. Il devrait y avoir peu de galaxies qui ont des valeurs comme les galaxies normales ici, et beaucoup de galaxies qui ont la valeur des galaxies en interaction. Et c'est exactement l'inverse qu'on observe, non pas de ce qui est dans l'univers proche, mais de ce qu'on attendait. Et ça a été la surprise. Dans l'univers lointain, les galaxies ont beau former leurs étoiles à des centaines de masses solaires par an, donc 100 fois, ou disons 50 fois, 100 fois plus qu'une galaxie classique comme la Voie lactée, elles ont exactement le même spectre. Alors qu'elles forment énormément plus d'étoiles. Comment est-il possible qu'elles n'ont pas le spectre de ces galaxies-là dans l'univers proche, qui sont celles qui forment beaucoup d'étoiles, par concentration? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que je vous rappelle que dans un disque de galaxie, la gravité est contrebalancée par la rotation. Sauf que vous vous rappelez que dans l'univers lointain, les galaxies sont moches. Et qu'est-ce qui empêche une galaxie moche de faire des étoiles? C'est ça qui est compliqué à savoir. Donc, allons étudier l'univers des galaxies moches. Alors, pour étudier l'univers des galaxies moches, maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait une deuxième propriété des galaxies qui est semblable à la première, c'est que quand vous regardez le taux de formation d'étoiles, le rythme auquel les galaxies forment leurs étoiles, et vous le comparez à la masse d'étoiles des galaxies, vous voyez qu'il y a une proportionnalité. La plupart des galaxies sont sur cette relation en bleu. Si une galaxie est 10 fois plus grosse, elle forme 10 fois plus d'étoiles. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est normal. Plus vous êtes gros, plus vous avez de gaz, plus vous faites d'étoiles. Mais si c'était les sursauts de formation d'étoiles qui provoquaient la formation d'étoiles, ça ne serait pas uniquement la masse qui jouerait, ça serait votre environnement. En d'autres termes, la masse, c'est une sorte de propriété interne qu'on va appeler l'inné, et l'environnement, ça va être l'acquis, c'est-à-dire votre relation sociale avec d'autres galaxies qui passent à côté de vous. Si vous êtes dans une région plus dense de l'univers, vous avez plus de galaxies qui passent à côté, et vous devriez avoir des sursauts de formation d'étoiles. Ces sursauts de formation d'étoiles sont là en rouge, ils existent, mais ils sont mineurs. Et cette propriété-là, on peut la voir dans l'univers proche, dans l'univers lointain, elle est toujours observée, et du coup on l'appelle la séquence principale des galaxies, par analogie avec la séquence principale des étoiles. Une étoile passe la majeure partie de son temps à convertir de l'hydrogène en hélium. De même qu'une galaxie passe la majorité de son temps à former des étoiles de façon normale. Puis l'étoile devient une supergéante rouge. La galaxie devient une galaxie à former de formation d'étoiles. Et comme il y a de la formation d'étoiles concentrée, elle devient rouge par l'effet de l'absorption par la poussière. Cette phase dure peu longtemps. Elle perd de la matière par des vents. Les galaxies qui sont ici ont toutes systématiquement des vents qui ont été mesurés par Herschel. Elles perdent de la matière, des quantités énormes de matière, du fait des explosions de supernovae qui se combinent pour balayer la galaxie de son gaz. Et finalement, les étoiles finissent par s'éteindre et mourir, et devenir un trou noir. Et finalement, ces galaxies-là finissent par se vider de leur gaz, s'éteindre et mourir avec un trou noir à leur centre. Donc, il y a une analogie qui est vraiment intrigante entre ces deux diagrammes, et du coup, l'idée de parler d'une séquence principale des populations de galaxies globales, c'est pertinent. Alors, je vous montre ici une autre séquence principale qui est assez similaire. Donc ici, vous avez de nouveau une corrélation entre ces points, et puis, quand on prend cette ligne-là et qu'on la reproduit sur ce diagramme-là, on peut comparer à une autre galaxie de points, par contre, qui sont au-dessus. Alors, je vais vous dire maintenant ce que sont ces points. Mais avant, je voudrais vous dire ce que je vais essayer d'illustrer. C'est que quand on a découvert cette propriété-là, en fait, c'est notre équipe qui a découvert celle-là et celle d'avant, ça a beaucoup engendré de discussions, et dans toutes les conférences, maintenant, tout le monde parle de la séquence principale comme si c'était quelque chose qui permettait d'expliquer beaucoup de choses sur les galaxies. Mais on a beau être ceux qui ont découvert ça, je vais essayer de vous dire maintenant à quel point il ne faut pas exagérer non plus. En réalité, ça, eh bien, ici c'est les écureuils et ici c'est les éléphants. Et puis ça, c'est les oiseaux et les chauves-souris. Alors, laissez-moi vous expliquer le problème et vous allez voir que c'est même vicieux. Plus un animal est massif, plus il vit longtemps. Typiquement, un mammifère a droit à 1 milliard de pulsations cardiaques, mais ces pulsations cardiaques vont être effectuées de façon plus rapide pour les animaux de petite masse qui vont vivre moins longtemps. Et
ce budget que vous avez de 1 milliard de pulsations cardiaques, en fait, s'applique sur pratiquement tous les animaux. Et pendant longtemps, les gens ont cherché à comprendre quelle était la raison de ça. Est-ce que c'est la consommation d'oxygène, etc. Donc si vous lisez les articles dans la littérature sur ce sujet-là, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de débats pour comprendre cette relation. Je ne veux pas faire croire qu'elle est simple, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que de la même manière qu'un éléphant et un écureuil sont sur cette relation, lorsque vous avez deux galaxies sur cette relation, elles peuvent être aussi différentes qu'un éléphant et un écureuil et être sur cette relation. Donc, trouver une relation comme ça n'explique pas tout. En l'occurrence, vous voudriez bien savoir pourquoi un éléphant est différent d'un écureuil. La façon de comprendre cette relation, c'est de se dire que si vous prenez une partition musicale, vous avez un certain nombre de notes de musique. Si vous la jouez à un tempo accéléré, la musique va être jouée, elle va être finie au bout d'un temps plus court. Donc c'est ça. Tout le monde a la même partition, joue la même musique, mais avec un tempo différent. Maintenant, vous avez des starbursts dans les animaux, ce sont les oiseaux et les chauves-souris. Ils vivent 2, 3, 4 fois plus longtemps que ce qu'ils devraient pour leur masse. Pourquoi? Eh bien, c'est là où je trouve que la nature nous fournit des analogies qui sont tellement semblables à ce qu'on observe dans l'hiver lointain qu'on pourrait se demander s'il ne faudrait pas étudier les oiseaux pour comprendre les galaxies spirales. C'est des effets d'environnement. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, les starbursts, c'est des effets d'environnement, quand elles interagissent les unes avec les autres. Ben là, c'est pareil. Un oiseau, il vit dans un volume où il a beaucoup moins de prédateurs qu'un petit écureuil qui vit sur Terre. Et donc, enfin, c'est ce que disent ces gens-là. Ce n'est pas la seule explication, mais en tout cas, les starbursts animaux sont des animaux qui, du fait qu'ils volent, ont moins de chances de se faire manger par les autres. Le problème, c'est que ces gens-là ont poussé de vie, c'est-à-dire que même toute cette relation-là viendrait peut-être d'un effet d'environnement. Et donc la question de l'inné et de l'acquis reste posée pour les animaux, ce qui prouve que la question est relativement complexe. Alors maintenant, on va essayer d'avancer en supposant que cette relation nous a permis de comprendre la chose suivante. C'est que si un écureuil et un éléphant, on va appeler ça le paradigme de la galaxie écureuil, si un écureuil et un éléphant sont sur la même relation, ça ne vient pas de la forme. C'est pas parce que c'est une spirale ou quoi que ce soit. Un éléphant n'a pas la même forme qu'un écureuil. C'est-à-dire, il exagère, on entend pas. Suivez-moi. Ça veut dire que ça vient de la microphysique de l'éléphant. Quand l'éléphant consomme de l'oxygène, au niveau de ses cellules, il va créer par exemple des radicaux libres qui vont provoquer la mort de ces cellules et qui vont faire qu'il va avoir une espérance de vie limitée. Et donc, la même chose se passe à l'intérieur des cellules de l'écureuil. Et donc, c'est la microphysique qui va dominer. Alors, bien entendu, je ne veux pas résumer mais nous, dans les galaxies, c'est ça l'hypothèse qui va nous dominer maintenant. C'est de se dire, cette relation nous permet de comprendre que les galaxies qui sont toutes sur cette relation le sont à cause d'une microphysique universelle qu'on n'avait pas compris avant. Et donc, les deux points forts qu'on découvre avec cette relation, c'est un, qu'il y a une microphysique universelle, on va rentrer dans cette microphysique, et deux, le fait que des galaxies forment des étoiles avec des rythmes de centaines de masses solaires par an et soient toujours sur cette relation, implique qu'elles le font pendant longtemps. Si elles le faisaient de façon courte, elles feraient des petits sauts comme ça, comme des galaxies rouges tout à l'heure. Mais comme elles le font, elles restent tout le temps sur cette relation, elles le font pendant longtemps. Et la seule façon d'expliquer ça, c'est que les galaxies reçoivent de la matière qui vient les nourrir en matière intergalactique régulièrement. Si vous prenez n'importe quelle galaxie qui fait 200 masses solaires par an dans l'univers lointain, et vous calculez pendant combien de temps elle peut le faire, c'est typiquement quelques centaines de millions d'années. Donc, l'univers lointain devrait s'être éteint quelques centaines de millions d'années après que vous l'ayez observé. Or, ce n'est pas le cas. C'est donc que ces galaxies sont nourries en continu par de la matière qui n'est pas dans les galaxies au moment où vous les observez, et qui vient de l'extérieur. Donc voici les deux découvertes fondamentales. Les galaxies sont nourries en continu, mais pas par des fusions de galaxies qui font des soubresauts, et elles sont sous perfusion. Exactement. En plus, c'est exactement là où on va arriver. Elles sont sous perfusion. Et ces galaxies qui sont sous perfusion, eh bien, elles ont une microphysique universelle. Alors c'est là où on fait le lien dont je vous ai parlé au début, entre le million d'années-lumière et l'année-lumière. Quand on fait des simulations cosmologiques, à l'échelle du million d'années-lumière, on s'aperçoit que les galaxies sont nourries par de la matière intergalactique. Alors, ces grandes structures, vous en avez entendu parler depuis longtemps,
mais pendant longtemps, on ne les voyait qu'à partir de la matière noire. Et ce que faisaient les gens avec leurs ordinateurs, c'est qu'ils se disaient, dans ces grandes structures, il y a des grumeaux, que sont les galaxies, et quand ils suivaient l'évolution de ça, il y avait le film que je vous ai montré au tout début, où vous voyez plein de galaxies qui fusionnent les unes avec les autres. Et donc, vous étiez complètement dominé par des fusions de galaxies. Et puis, la puissance des ordinateurs a augmenté. Et quand la puissance des ordinateurs a augmenté, on s'est rendu compte que l'hypothèse qu'on avait faite, que si on descendait à des résolutions meilleures, on verrait des grumeaux, était fausse. Et que la majorité de la masse qui tombe dans les galaxies le fait de façon diffuse, sous perfusion, par des espèces de cathéters qui nourrissent en continu la galaxie de gaz. C'est ce que vous voulez pour faire un disque fin et grand. Parce qu'il faut qu'il soit dissipatif et qu'il s'effondre. Si c'était des galaxies avec des étoiles, la Voie lactée ne devrait pas exister. Dans le paradigme qu'on avait avant, nous serions une galaxie extraordinaire. Et en général, quand on dit nous sommes des gens extraordinaires, enfin, à part les astrophysiciens, c'est faux. Tout le temps. Et maintenant, aux échelles de l'année-lumière, vous avez ici un plat de spaghettis. Cette image a été réalisée avec Herschel dans un nuage moléculaire où naissent les étoiles. Et on s'est rendu compte que les étoiles naissaient dans des filaments. Ça, c'est une découverte qui avait été précédée. Avant Herschel, on avait vu des possibilités de distribution linéaire comme ça. Et avec Herschel, on se rend compte que c'est carrément complètement dominant. Et que toutes les étoiles naissent dans des filaments. Et finalement, les programmes informatiques qui ont été utilisés pour simuler ce qui se passe sur des millions d'années-lumière sont aussi utilisés pour simuler ce qui se passe sur des fractions d'années-lumière. Et on se rend compte qu'il y a des filaments aussi. Alors, il y a une différence essentielle, c'est qu'ici, il n'y a que de la gravité, et ici, il y a de la gravité, et puis des mécanismes de turbulence sur lesquels je reviendrai après, qui régulent la formation d'étoiles. Maintenant, je prends cette zone ici, de formation d'étoiles, je zoome, et vous voyez ici un filament avec des grumeaux qui vont être des étoiles, qui vont être proto-étoiles. Et, je ne sais pas si j'appuie dessus ou s'il se fait tout. Voilà. Là, vous avez une simulation qui montre le genre de choses que vous attendez quand vous avez de la matière qui s'effondre. Vous avez, progressivement, ça s'effondre sous l'effet de la gravité, vous allez avoir une structure filamentaire qui est assemblée. Alors, ça met un petit peu de temps. La simulation a été faite pour notre propos, donc du coup, les gens ont laissé une pause là-dessus. Sinon, à part ça, je vais voir. Les galaxies, finalement, cette simulation, elle est pratique parce que j'arrive jamais à voir pendant que ça dure que 15 minutes. Hein, mais bon, si j'avais pas ça, je pourrais pas m'en poser du tout. Mais en général, je la laisse. Moi, j'ai fini mon verre d'eau, ça a été réveillé. Vas-y, vas-y. Bon, je vais continuer de parler pendant qu'elle prend son temps. Parce que là, je crois qu'elle se moque carrément de moi. C'est quoi l'échelle à gauche? Alors, ici, l'échelle, l'épaisseur qui est ici, là, l'épaisseur de ce truc-là, c'est 0,1 c'est 0,3 années-lumière. Alors, ce qui est extrêmement... je suis désolé, ça devrait le faire, ça ne le fait pas. Donc, pour le coup, c'était même pas pour mon verre d'eau. On va avancer. Alors, une des découvertes remarquables qui a été faite en regardant la granularité du milieu interstellaire, c'est de s'apercevoir qu'il y a une distribution des grandes aux petites échelles qui est exactement caractéristique de ce que vous attendez dans un système dominé par de la turbulence. Et la turbulence est un ensemble de chocs successifs qui se propagent des très grandes aux très petites échelles et qui est un mécanisme qui empêche la matière de s'effondrer sous l'effet des gravités. La turbulence gêne la gravité dans son action, mais en bout de chaîne, aux plus petites échelles, elle participe à la compression de la matière qui va donner naissance à des étoiles. Et quand on regarde maintenant la formation de ces étoiles dans ces filaments, et qu'on compte le nombre de filaments qui ont une épaisseur de 0,1, 0,05, 0,2, 0,3 parsec, un parsec c'est 3 années-lumière, on s'aperçoit que la quasi-totalité des filaments qui ont été observés, ici il y en a 150, ont exactement la même épaisseur.
c'est une preuve observationnelle de cette universalité dont je vous parlais. C'est un des éléments de l'universalité de la microphysique, qui est partout la même. C'est que la formation des étoiles a lieu dans des filaments qui ont tous la même épaisseur. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi ont-ils tous la même épaisseur? Je passe à la suite. Non, on ne sait pas. Même dans la simulation, si elle avait marché, ça ne fait pas cette même épaisseur. Donc on en arrive à se demander si ce n'est pas le champ magnétique interstellaire qui participe à la canalisation de la matière et qui roule. Donc en magnéto-hydrodynamique, les gens essaient de simuler ça pour essayer de comprendre si ce n'est pas le champ magnétique qui favorise cette épaisseur-là et qui joue un rôle fondamental dans cette universalité. Aujourd'hui, les études sont en cours, on n'est pas certain de ça. Ce qu'on pense, c'est que cette taille de 0,1 parsec, c'est la transition qu'il y a entre un régime dominé par la turbulence, où les chocs à très grande vitesse supersoniques empêchent l'effondrement de la matière, et puis le régime subsonique, où la gravité l'emporte. Cette transition a lieu à cette taille de 0,1 parsec, et la gravité va ensuite produire des étoiles. Ce qui est troublant, c'est que si vous regardez une échelle de quelques années-lumière, une échelle de quelques centaines d'années-lumière, je ne détaille pas les diagrammes, ce que je veux vous dire, c'est la taille. Quelques centaines d'années-lumière ou quelques dizaines de milliers d'années-lumière. Et si vous considérez juste la matière dense qu'il y a dans les filaments, vous les voyez dans ces régions très résolues, et dans les galaxies entières, vous pouvez les voir parce qu'il y a une molécule, HCN, dont l'excitation n'a lieu que si la densité du gaz est suffisamment grande. Et quand vous voyez cette excitation de molécules, cette molécule qui a une excitation qui va donner une raie très très particulière dans une galaxie, vous savez qu'elle vient des régions très denses des galaxies. Vous pouvez maintenant comparer le rythme avec lequel les régions denses, aux petites échelles, sont converties en étoiles depuis la fraction d'années-lumière jusqu'à des dizaines de milliers d'années-lumière, et c'est le même partout. 4,5 10-8 fois la masse vous donne le taux de formation d'étoiles dans ces régions. Et ça, c'est une universalité remarquable, parce que les galaxies qui sont là ont toutes des formes différentes, certaines ont même des fusions, et malgré le fait qu'elles aient des fusions, elles ont, au niveau du gaz dense, exactement le même processus. C'est ce que j'ai tendance à appeler la ligne d'amnésie. En d'autres termes, quand vous rentrez dans les galaxies, dans ces nuages moléculaires, dans les régions les plus denses, où la matière est dominée par la gravité dans ces filaments, vous perdez la mémoire de l'origine aux grandes échelles de la matière. Que vous soyez une interaction ou que vous soyez une galaxie isolée, lorsque vous regardez les régions les plus denses, le rythme avec lequel les étoiles naissent est le même. Or, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qui peut sembler en contradiction à ce que je viens de dire là, c'est que les galaxies en interaction forment plus d'étoiles de façon plus efficace que les autres. Comment vais-je résoudre cette contradiction? En vous disant que tout se passe au niveau de la ligne d'amnésie. C'est-à-dire que l'élément clé n'est plus de comprendre la formation d'étoiles dans les galaxies, l'élément clé est de comprendre comment fait-on de la matière dense, ce gaz dense dans les galaxies, qui va donner naissance à des étoiles à un rythme universel. Et donc toute la clé, c'est de comprendre ce qui se passe à une échelle supérieure à celle de la formation d'étoiles, qui finalement devient secondaire. Certains collègues n'aimeraient pas que je dise ça, mais puisque c'est universel, finalement, on peut presque dire qu'on l'a compris. Et l'échelle de l'efficacité avec laquelle vous faites du gaz dense par rapport à du gaz peu dense, elle va dépendre de ce qui se passe dans les galaxies. Donc ça va être ça l'élément clé pour les années à venir, avec ALMA en particulier. Maintenant, comment comprendre que les galaxies sont nourries de manière continue? Donc pour ça, il faut bien entendu faire appel à la matière noire. Je vous rappelle juste en 2 mots quelque chose qui j'aime bien citer Zwicky parce que on en parlait tout à l'heure. C'est un acteur majeur qui a permis d'avancer dans la capacité d'avoir des idées farfelues, parfois efficaces. Donc Fritz Zwicky, quand il est arrivé aux États-Unis en tant que postdoc, il était invité par Bob Millikan, prix Nobel de physique, et Zwicky a dit à Millikan, tu sais, j'ai lu tous tes articles, j'ai écouté toutes tes conférences, plus ou moins ce que tu fais, en fait, ça ne vaut pas grand-chose. Postdoc, l'autre prix Nobel. Vous voyez la tronche du type en plus. Bon, l'autre prix Nobel, de toute façon, il n'avait plus rien à
a prouvé, donc il lui a dit, mais et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit, bah, donne-moi une question majeure à laquelle tu ne sais pas répondre, et moi je vais te trouver une idée géniale. Donc l'autre lui a dit, bah, les rayons cosmiques. Moi je ne sais pas expliquer les rayons cosmiques. Et en fait, personne ne sait expliquer ces particules à très haute énergie qui nous traversent. Et donc Zwicky a réfléchi sur le sujet. Il a imaginé qu'il fallait, pour produire des rayons cosmiques, qu'il y ait des explosions d'étoiles très énergétiques, qu'il a appelé des supernovae, c'est lui qui a inventé le terme. Et il s'est dit, si je veux démontrer ça, il faut que je détecte des supernovae. Le meilleur moyen de détecter des supernovae, c'est de faire une image du ciel avec beaucoup de galaxies dedans. Et comme ça, j'aurais plus de chances de voir une supernova. À l'époque, il n'y avait pas de télescope faisant des grandes images, il y avait des grands télescopes faisant des petites images. C'est ce qu'on fait toujours. Plus le télescope est grand, plus l'image est petite. Et donc, lui, il avait besoin de l'autre, mais on était en 1930, en plein milieu de la crise économique. Donc, par chance, il a un peu aidé. Il a épousé Dorothy Vernon Gates, qui était la fille d'un millionnaire sénateur américain. Il s'est fait payer sa caméra parce qu'elle était sympathique. Et il a pu observer l'amas de galaxies de coma en attendant de voir ce supernovae. Ce faisant, il a mesuré les vitesses des galaxies et s'est aperçu qu'à la vitesse à laquelle elles se déplaçaient, il rencontrait un problème. Et je vous montre l'image pour comprendre ce problème, parce que si on n'a pas vu cette image-là, c'est pas facile à comprendre. Les galaxies, elles sont de l'amas de coma tel qu'il les a vues dans son article, et voilà. Et ce que vous devez remarquer, c'est ça qui est majeur, c'est qu'elles sont plus concentrées au centre que sur les bords, ce qui suggère que la structure est liée par la gravité. Si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas déduire la matière noire. Si c'est lié par la gravité, c'est donc que les vitesses des galaxies ne leur permettent pas de sortir de ce système, sinon ça ne serait pas lié par la gravité. Et c'est là où les vitesses des galaxies sont importantes, puisqu'elles sont trop grandes par rapport à la masse observée, et donc il faut qu'elles soient liées par la gravité, par plus de masse, d'où l'idée de matériel Dunkley, comme il l'appelait, enfin de matière noire, qu'il a inventé à cette époque-là. Et son article, écrit en 1933, n'a pas été cité pendant 40 ans. Dans les années 70, Vera Rubin étudie les courbes de rotation des galaxies et voit que, par exemple, le Soleil qui tourne à 220 km/s autour du centre de la Voie lactée devrait avoir quitté la Voie lactée depuis longtemps, parce que quand on comptabilise la matière qui est entre le Soleil et le centre de la Voie lactée, il ne devrait tourner qu'à 180 km/s. Et donc, il y a plus d'attraction que ce qu'on pense. Et pourquoi Vera Rubin a-t-elle pensé à la matière noire? Parce qu'elle a lu Zwicky. Et que Zwicky avait dit, il y a de la matière noire, et elle s'est dit, il a peut-être raison, le Suisse. C'est vrai, il doit y avoir... C'est l'idée de Zwicky qui a germé dans l'esprit de Vera Rubin. Vera Rubin était génial, je trouvais ça. Mais c'était cet homme dont l'article a été cité 40 ans après, quand Vera Rubin a fait cette découverte. Maintenant, vous avez vos puits de potentiel gravitationnel de matière noire, et ce qu'on découvre avec des simulations maintenant à plus haute résolution, eh bien, c'est qu'effectivement, la granularité de la matière intergalactique est beaucoup moins forte que ce qu'on pensait, que la majorité de la matière qui tombe sous la forme de filaments, et ces filaments, eh bien, sont responsables de près de 70% de la croissance en masse des galaxies. Et maintenant, on va bientôt arriver à la fin. Voici maintenant votre galaxie de tout à l'heure. Comment peut-on faire une galaxie comme ça? Eh bien, si vous laissez tomber de la matière sous l'effet de ces cathéters, dans une galaxie, dans un puits de potentiel gravitationnel de l'univers lointain, eh bien, cette matière va créer des grumeaux très massifs. Ces grumeaux très massifs vont eux-mêmes créer des effets de marée à l'intérieur de la galaxie qui vont provoquer l'effondrement de la matière vers le centre et vont participer à la transformation, dans un premier temps, à la formation de structures comme celle-ci, puis dans un second temps, à la formation de structures comme celle-ci qui ressemblent tout à fait à des disques comme on les voit aujourd'hui. En d'autres termes, vous pouvez finir avec une galaxie comme ça en passant par cette phase-là, simplement en faisant tomber beaucoup de matière de façon diffuse dans des galaxies, et ce sont les instabilités dynamiques générées par la matière qui tombe qui sont responsables de ça. Ce qui est beaucoup plus probable que d'avoir la rencontre de 6 galaxies en même temps. Quand on constate, ce qu'on constate, c'est qu'ensuite, la régulation de la formation d'étoiles dans ces régions-là, malgré le fait que beaucoup de matière tombe, vient d'instabilité
de type qu'on appelle Kelvin-Helmholtz, mais qui sont exactement la même chose qu'il y a dans les nuages qu'il y a sur Terre. Et ces cisaillements de matière qui se déplacent par rapport à l'autre s'additionnent avec ce que je vous disais tout à l'heure, qui était l'effet de rotation globale. Ce cisaillement va être à l'origine de la turbulence. Tout à l'heure, je vous ai dit, on voit dans le milieu interstellaire de la turbulence, on en voit la signature, elle empêche la formation d'étoiles des grandes échelles, elle va former des filaments à la fin avec du champ magnétique. Mais vous auriez pu vous demander, mais d'où vient la turbulence? Parce que cette turbulence, il faut la provoquer. Il faut donner de la vitesse à la matière. On pense que cette turbulence est provoquée par le cisaillement de la matière, lui-même provoqué par l'apport énorme de matière intergalactique. Voilà le nouveau paradigme dans lequel on travaille aujourd'hui. Alors, je vais conclure. En deux mots, la chose que je ne vous montre pas, mais que je vous dis oralement, c'est que, parce que ce n'est pas la peine que je vous montre des images, mais c'est que on se rend compte, en comptabilisant la luminosité qui vient du cœur des galaxies, et en la comparant avec celle qui vient des étoiles, avec la combinaison d'Herschel et d'un satellite X qui s'appelle Chandra, qui vole réellement X du cœur des galaxies, que le rythme de croissance des galaxies en étoiles, tel qu'on le voit là, est le même que le rythme de croissance du trou noir central des galaxies. Elles semblent croître en même temps, les étoiles et le trou noir. Et une explication possible de la façon avec laquelle la matière tombe dans le trou noir, qui n'est peut-être pas la bonne, mais qui est une possible, est la suivante. Il faut savoir que si je remplaçais le Soleil par un trou noir, les planètes tourneraient toujours de la même manière. Ça n'a aucun effet. Un trou noir n'est pas un aspirateur. C'est juste la même masse concentrée. Si vous avez un trou noir au centre d'une galaxie, ça n'est pas un aspirateur. La matière ne tombe pas. Or, les trous noirs ont une masse qui a été acquise au cours du temps qui est assez grande. Certaines galaxies ont des trous noirs de 1 milliard de masses solaires. Comment la matière sait-elle qu'il faut qu'elle aille au centre? Ça, c'est un mystère majeur. Ces instabilités dynamiques dont je vous ai parlé là, avec des grumeaux, ont l'avantage de faire perdre de la rotation à la matière, ce qu'on appelle faire perdre le moment angulaire, et la conduire plus efficacement vers le centre. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de noyaux actifs, c'est-à-dire de trous noirs qui mangent de la matière, dans les galaxies avec des gros grumeaux. Voilà. Donc, il est possible que ça participe à la résolution de cette autre problématique qui est celle de comprendre comment les trous noirs supermassifs ont acquis leur masse, mais je ne voudrais pas vous faire croire qu'on a résolu le problème de façon définitive. Voilà, donc j'ai fini. La conclusion majeure, c'est qu'on est confronté maintenant à un nouveau paradigme qui est une universalité surprenante de la formation d'étoiles des très grandes ou très petites échelles, un lien continu entre ces échelles qui prouve que la formation d'étoiles est entretenue par l'apport de matière intergalactique, mais encore faudrait-il l'avoir. On espère peut-être l'avoir par absorption avec ALMA, par émission avec SKA. Le rôle des fusions de galaxies est finalement secondaire dans la formation d'étoiles, bien qu'elles existent et qu'elles participent à la transformation morphologique des galaxies. Et puis, on est confronté à un problème, c'est que lorsqu'on comptabilise la matière qui tombe dans les galaxies et qui les nourrit et qui explique bien notre scénario-là, de façon qualitative, ça explique bien ce qu'on observe, mais de façon quantitative, on s'aperçoit que les galaxies forment encore plus d'étoiles qu'il y a de matière qui tombe, même dans ce contexte-là. Et donc, on n'est pas certain que ce scénario soit entièrement satisfaisant. Et d'autre part, si la matière tombe de façon efficace pour expliquer les galaxies qui forment des étoiles, si je reviens à la question du début, qui est que la majeure partie des galaxies sont mortes, le problème que j'avais pointé du doigt, qui était comment se fait-il qu'elles ne forment plus d'étoiles alors que 90% de la matière est sous la forme de gaz, est encore plus crucial. Puisque maintenant qu'on a identifié un mécanisme extrêmement efficace pour amener de la matière dans les galaxies, parce qu'il faut être efficace pour former les étoiles de celles qui forment les étoiles, il est encore plus incompréhensible que les galaxies les plus massives, qui donc sont les plus efficaces à attirer de la matière qui vient de l'extérieur, soient mortes. Pourquoi ces galaxies ne reçoivent-elles pas de matière qui tombe dedans? Ça, c'est un problème majeur aujourd'hui. Certains disent que ce sont des trous noirs qui s'allument de temps en temps et qui chauffent la matière à l'extérieur et qui l'empêchent de tomber. Ça serait une façon de résoudre le problème de façon un peu schématique, mais pour l'instant, on n'a pas du tout de preuve de ça. Donc aujourd'hui, notre scénario est très séduisant,
mais les petits problèmes que je vous ai soulignés pourraient devenir majeurs dans les années à venir et faire que, finalement, il y aura peut-être quelqu'un qui trouvera un prix Nobel avec ça. Et donc, je reviens pour conclure avec la phrase que je disais au début. On a découvert la matière noire avec les galaxies. On a découvert finalement l'énergie noire avec les galaxies. Les problèmes qu'on a avec les galaxies pourraient nous parler aussi de matière noire et d'énergie noire. Certains de mes collègues disent... Et quand j'ai présenté ça une fois à une conférence, un de mes collègues, un astronome étranger, donc assez réputé, a dit ça, c'est la preuve, une des preuves de plus du fait que le scénario classique de matière noire, d'énergie noire, ça, est faux. Puis il écrit des articles en disant ça. Moi, je ne pourrais pas vous dire ça parce que je suis incapable, à partir de ce que je viens de vous montrer là, de vous dire, j'en déduis qu'il n'y a pas de matière noire. Mais il est tout à fait possible que demain, quelqu'un dise que ce soit suffisamment problématique pour qu'il faille penser à d'autres théories, comme la théorie de monde, qui est une révision de la gravité, qui a d'autres problèmes. Donc c'est pas facile de la récupérer, cette théorie-là non plus, mais autre chose, un nouveau Zwicky aura peut-être une idée intéressante pour dire que finalement, nos histoires de matière noire et d'énergie noire mesuraient beaucoup plus notre niveau d'ignorance que notre niveau de connaissance. Voilà. Merci. Vous m'entendez là? Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Est-ce qu'on a été une galaxie moche ou est-ce qu'on va devenir une galaxie moche? Alors, il est très 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 probable qu'on ait été moche avant d'être magnifique. Au moins on a abouti à quelque chose alors. Est-ce que vous avez Désolé, des j'étais un peu long. questions? Xavier. Oui, merci. Ma question, c'est est-ce qu'on a une petite idée de la densité, hein, soit de ces filaments, soit de ces zones de surdensité? Est-ce que c'est 100 protons par mètre cube ou c'est des millions, des milliards ou seulement quelques-uns? C'est quelques dizaines de milliers de particules par centimètre cube. Autre question? Oui, j'arrive. Parlez bien contre le micro. Contre le micro. Là, on entend. Oui. Vous avez dit que les trous noirs n'étaient pas des aspirateurs. Ça me culbute un peu seul parce que je croyais que les trous noirs assuraient en quelque sorte la cohésion d'une galaxie du fait que les étoiles extérieures tournaient trop vite. Donc, vouloir exercer une attraction et empêcher les étoiles extérieures d'être centrifugées. Oui, donc en fait, la masse d'un trou noir est 10 000 fois plus faible que la masse d'une galaxie. Donc le rôle d'un trou noir dans la gravité d'une galaxie est négligeable, voire on peut considérer qu'il est nul. Il y a, pour un trou noir de, on va dire, quelques centaines de millions de masses solaires, il y a quelques dizaines de milliards de masses solaires d'étoiles, et il y a une masse totale, en comptabilisant la matière noire, de quelques centaines de milliards de masses solaires. Donc, le trou noir au centre a une masse qui joue un rôle négligeable et qui ne participe pas du tout à la rotation des étoiles à bord de l'extérieur de la galaxie. Alors, qu'est-ce qui a motivé de penser qu'il y avait un trou noir? Non, c'est une bonne question, mais c'est pas à l'extérieur de la galaxie. Bon, je vais être obligé de montrer un petit transparent comme ça. Bon, ici, vous avez ici le centre de la Voie lactée, et là, sur une échelle qui est toute petite, vous voyez des étoiles qui tournent autour de quelque chose. Effectivement, là, vous avez des étoiles qui tournent et qui nous ont fait comprendre qu'il y avait un trou noir. Au centre de la Voie lactée, un trou noir qui a 3,6 millions de fois la masse du Soleil. D'accord? Donc ça, effectivement, mais
regardez bien les étoiles, celle-ci sans l'attraction du trou noir, puis les autres, à peine. C'est juste celle qui passe tout près du trou noir. Et là, on est dans une région vide, tout près du centre. Donc de la même manière, si vous faisiez passer un satellite tout près, faites passer un satellite tout près de Jupiter, il va sentir Jupiter. Mais c'est pas Jupiter qui fait la rotation de la Voie lactée. Donc de la même manière, exactement de la même manière, l'effet du trou noir sur la Voie lactée est comme celle de Jupiter sur la Voie lactée. C'est très local. Est-ce qu'il maintient la cohésion de la galaxie? Il ne maintient pas du tout la cohésion. Il ne maintient pas la cohésion. Une autre question. Contre le micro. La matière dont vous parlez qui tombe, Oui, on entend, oui. la matière dont vous parlez qui tombe fait partie de cette toute petite matière que vous nous avez montrée au début, j'imagine, c'est-à-dire le 0,2 ou 0,3%. Non, alors, 0,5%, c'était la matière qui est transformée en étoile. Et la matière classique qui peut servir de réservoir en théorie, c'est 4%. Enfin, 4% de la densité d'énergie globale. Donc c'est 10 fois plus qu'il y a de masse dans les galaxies aujourd'hui. Il y a 10 fois plus de masse en dehors des galaxies qui peut tomber dans les galaxies. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, enfin, c'est une question de modélisation, est-ce qu'on peut imaginer que de la matière noire tombe aussi et fait partie, bon, on ne la connaît pas bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'elle fait partie de ce flux qui fait grossir les filaments? Tout à fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, la matière qui tombe, elle est canalisée par la matière noire. La seule différence, c'est que la matière noire n'est pas si polymatée parce qu'elle n'a pas de capacité de diffuser de l'énergie, parce qu'elle ne rayonne pas. Cette matière-là, elle refroidit par des mécanismes liés à la matière classique, qui fait qu'elle est visible, et enfin, elle est trop ténue pour être visible, mais qu'elle rayonne quand même une petite lumière. Et donc, on les appelle des courants froids, des cold flows, des courants froids qui tombent dans les galaxies parce qu'ils sont refroidis. Donc, la matière noire tombe, mais de manière beaucoup plus diffuse, entraîne par sa gravité la matière classique, et la matière classique est filamentaire de façon plus fine et vient tomber dans la galaxie. Et on pense même, en regardant un grand nombre de galaxies, qu'une galaxie a classiquement 3 cathéters qui lui tombent dessus dans un plan. Et ces 3 cathéters tombent et peuvent comme ça engendrer la rotation de la galaxie. C'est ce qu'on voit dans les simulations, c'est pas ce qu'on voit dans l'observation, puisqu'on n'arrive pas à les voir. Donc c'est pas une preuve définitive. Ma dernière question liée à ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des trous, des vrais, c'est pas des trous, faire un plaisanterie, c'est des trous blancs, est-ce qu'on peut dire qu'entre les filaments, il y a des grands espaces de l'univers qui n'ont plus de matière dedans, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment vides? Alors ça, c'est une autre bonne question. Jim Peebles, qui était un des chercheurs qui essayaient de mesurer le fond diffus cosmologique sur le toit de son institut le jour où Penzias et Wilson ont mesuré, qui s'est fait piquer, qui était à l'époque postdoc ou étudiant en thèse, c'est son dada. Il dit que si vous laissez évoluer la gravité avec la matière noire, etc., tel qu'on le fait là, l'efficacité de vider certaines régions n'est pas totale. Or, quand on explore l'univers, il y a des régions qui sont quasi vides, au niveau des grandes structures. Là, je parle de centaines de millions d'années-lumière, et sont trop vides par rapport à ce qu'on s'attendrait à ce que la seule gravité enlève. Et ça, c'est en éponge. La structure en éponge, voilà, le vide des éponges, le contraste de densité de l'éponge est trop fort par rapport à ce que la gravité aurait dû faire en 13,8 milliards d'années. Et donc ça, c'est un problème majeur. Ainsi que le fait qu'il manque toutes les galaxies naines autour des grosses galaxies qui auraient dû être détruites et qui est aussi un problème majeur. On a suffisamment de problèmes majeurs pour pouvoir se demander si on n'est pas à la veille d'un changement de paradigme profond. Une autre question là. Oui, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs trous noirs dans une galaxie? Oui. Alors en particulier, si vous avez 2 galaxies qui fusionnent, chacune viendra avec un trou noir central, et les trous noirs vont fusionner. Mais c'est un problème. Parce que la matière qui produit les trous noirs a tendance à tomber en tourbillon. Il n'y a pas de raison qu'elle tombe de façon purement radiale. À partir du moment où elle tombe en tourbillon, le trou noir tourne. Donc le trou noir se retrouve avec ce qu'on appelle un spin.
Lorsque vous avez deux galaxies qui fusionnent et que deux trous noirs avec un spin se rapprochent, il se passe exactement la même chose de ce qui se passe quand vous faites tourner deux boules de billard, vous les faites se rapprocher doucement. Paf, il y en a une qui est éjectée. Et donc il y a ce qu'on appelle un phénomène de kick. Il devrait y avoir des trous noirs volants qui traversent l'espace, qui seraient... Et d'après la théorie de coalescence des trous noirs supermassifs, il y a un problème. Des trous noirs volants? Oui. Donc ça, c'est... Oh, une exclusivité de la SAF. Hein. Alors, attendez, encore une question pour la dernière. Tout à l'heure, vous avez parlé des galaxies qui sont mortes, qui sont vieilles, qui sont mortes, qui sont majoritaires. En masse. Majoritairement en masse, donc pas nécessairement en Mais anglais. qu'est-ce que ça veut dire très vieille, sachant que la Voie lactée, qui elle est jeune, a plus de 12 milliards d'années-lumière. Non, alors, la Voie lactée possède des populations stellaires jeunes, mais elle possède des populations stellaires vieilles aussi. Donc, d'une certaine manière, on dit que la Voie lactée n'est pas morte du fait qu'elle est en train de former de nouvelles générations d'étoiles. L'âge caractéristique des étoiles, des galaxies mortes, c'est de 10 milliards d'années, voire un peu plus. Donc, c'est ça qu'on appelle vieux. C'est-à-dire que ce sont des galaxies qui sont nées au cours des 3 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers. Enfin, des galaxies, des étoiles qui sont nées pour les plus massives, et puis certaines ont certains ont 12, d'autres ont 10, etc. Donc il y a aussi des étoiles vieilles dans la Voie lactée, comme dans le bulbe de la Voie lactée, les étoiles très vieilles qui sont comme dans les autres galaxies mortes. Sauf que la Voie lactée a aussi un disque qui forme de nouvelles étoiles. Les autres n'en ont pas. Donc c'est ça qui est... Ok. Peut-être la dernière question, c'est moi qui la pose. Si j'ai bien compris, il y a d'abord eu des galaxies et ensuite les étoiles, c'est ça? C'est pas l'œuf et la poule. Est-ce que c'est quand même une question qu'on se pose souvent? Alors j'ai besoin d'une petite minute pour répondre à cette question. J'ai jamais dit ça. C'est pas la fin de la réponse, hein, mais j'ai pas dit qu'il y avait des galaxies. Puis la question là, c'est de savoir. C'est quand même une question intéressante. C'est une question intéressante. En fait, on pense que, par exemple, si vous regardez les étoiles les plus vieilles de la Voie lactée, vous apercevez, elles ont bloqué dans leur matière la matière telle qu'elle était à l'époque où elles sont nées. Et donc, la quantité d'éléments lourds qu'il y a dans une étoile vieille vous indique, c'est comme un fossile, l'état de la matière au moment où elle est née. Or, quand on étudie les étoiles les plus vieilles de la Voie lactée, aucune n'est née d'un gaz qui n'a pas de métaux, pas d'éléments lourds. Donc, la matière qui a donné naissance aux premières étoiles de la Voie lactée était déjà préenrichie en éléments lourds. Qui a fait ça? Et quand? Et donc, on pense qu'il existe des étoiles dites de population 3, qui seraient des étoiles très massives, qui auraient préenrichi le milieu intergalactique, qui auraient aussi formé peut-être des trous noirs germes, à partir desquels les trous noirs supermassifs auraient cru. Et donc, d'une certaine manière, ces étoiles-là seraient nées en premier. Maintenant, elles sont nées dans des régions qui sont la future galaxie, qui sont des bulles potentielles, et que vous pouvez appeler une protogalaxie aussi. Protogalaxie. Voilà. Vous vous en tirez bien. Je peux donc remercier David Elbaz et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine séance le 11 décembre avec Jacques Proquissier qui parlera de comètes, observation cométaire à partir de l'observatoire de Nancy. Je vous souhaite une